Bonjour à toutes, bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette année 2026 en compagnie du studio Agathe, en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut! Et ben écoutez, voilà, petite vidéo un petit peu spéciale. Est-ce que tu peux nous dire, Vincent, de quoi on va parler dans cette vidéo? Eh ben, écoute, traditionnellement, on fait tous les ans une espèce de bilan comme ça de ce qui s'est passé. On fait ça par écrit, généralement, sur notre blog. Hmm, Eh ben, écoute, cette année, on va essayer de faire ça par vidéo en plus avec super, toi. Donc, l'idée, c'est de impeccable. revenir sur tout ce qui s'est passé en 2025. Il s'est passé pas mal de choses dans le studio et Ouais. aussi de parler de ce qui va arriver là en 2026, puisqu'on a Hmm, déjà un certain nombre de projets qui sont dans les tuyaux, qui vont pas hmm. tarder à arriver. Ça marche. Donc voilà, cette vidéo va être un petit peu longue, donc on va chapitrer tout ça. Vous retrouverez les liens dans la description, le timecode, etc. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous rappeler ton rôle dans le studio? Alors, écoute, moi, je fais le café et les photocopies, je suis là pour raconter deux trois conneries au téléphone, c'est non, voilà, non, sérieusement, moi, je travaille pour le studio depuis 2017 maintenant, ça commence à faire quelques années, le temps file. J'étais jeune et fringant à l'époque, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est voilà, je suis vice-président du studio, en fait. Moi, je m'occupe alors, en gros, de tout le côté, on va dire opérationnel, c'est-à-dire, tu vois, de chapeauter, de coordonner ce qui va, on va dire, de la mise en vente, du financement participatif, jusqu'à la livraison au souscripteur, jusqu'à la sortie boutique. Donc pas mal de tâches techniques, en fait, Mmh. auxquelles s'ajoutent des petits trucs sympas comme de la comptabilité ou du Mmh. droit, du jeu. C'est super cool, voilà. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de certaines gammes du studio, notamment pas mal de traduction, de localisation. 7e mer notamment, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, mais aussi voilà, Brancalonia, les Jeux des Chroniques des Ténèbres, voilà, Torchbearer, voilà, dont on va parler et qui arrive. Eh oui. Du coup, aujourd'hui, comment se répartit, l'activité du studio entre la création et la localisation? Alors la localisation, c'est quand même la plus grosse part de notre catalogue et en fait, c'est assez logique parce que c'est plus rapide. C'est-à-dire que quand on achète les droits d'un jeu étranger, le texte existe, les illustrations existent, les scénarios existent, la charte graphique a été pensée, la gamme aussi. Nous, ce qu'on a à faire, c'est traduire, faire une bonne traduction, si tu veux, un bon travail technique, mais finalement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que de créer un jeu à partir de Ouais, zéro et à partir d'une page blanche. ouais. Alors nous, effectivement, on aime bien, enfin, on reste en studio de créa, donc effectivement, on met un peu notre touche, on propose des couvertures collector, on propose des scénarios de, tu vois, des créations originales, mais ça reste mineur en fait. Tu vois, si on prend Inferno là qui est en train d'être livré, oui, il y a quelques scénarios originaux, oui, il y a des couvertures collector, mais le gros de la campagne et de l'univers, il existait déjà. Nous, on commence à travailler dessus. Mmh. Donc c'est assez logique que les localisations représentent la plus grosse partie de notre catalogue. Les créations, vraiment, c'est un tout autre travail. On part d'une page blanche ou presque. Tout est à écrire, tout est à illustrer, tout est à créer. Le processus est vraiment beaucoup, beaucoup plus long en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux créations qui sont voilà, vraiment les nôtres, c'est Esteren, donc Ouais. premier, Les Ombres d'Esteren, sorti en 2010, et Dragon, donc qui est alors notre adaptation de la cinquième édition, mais sur lequel derrière est greffé quand même tout un univers et une ambiance graphique bien particulière. On a à côté ce qu'on pourrait qualifier d'adaptation, tu vois, on est à mi-chemin entre, enfin, on part d'une base existante, tu vois, c'est le cas de Vermine, c'est le cas de Draconis, c'est le cas de Tainted Grail, c'est-à-dire qu'on prend un univers déjà existant, mais on développe quand même tout un jeu à partir de là. Donc on Mmh. part pas d'une page blanche, mais quand même tout le processus créatif du jeu existe, et puis après, toutes les localisations en fait. Donc tu vois, sur Mmh. 15 gammes, 2 créas, 3 adaptations et une dizaine de localisations qui représente quand même le plus gros de notre catalogue. Et en même temps, quand on voit voilà, la somme de travail à laquelle Ouais. ça s'apporte, c'est assez logique en fait que ça se passe comme ça. OK. Le studio s'appuie donc, assez majoritairement, sur le financement participatif. Hem, Qu'est-ce qui fait la force de ce modèle économique, pour vous? Je veux dire, au-delà de l'avance de trésorerie, qu'est-ce que ça apporte concrètement, aux souscripteurs, de passer par ces plateformes? Alors, alors c'est même pas qu'on s'appuie majoritairement dessus, c'est qu'on s'appuie presque totalement dessus. Aujourd'hui, on ne sort plus de jeux sans passer par un financement participatif.
on va dire Ok. à minima une précommande, mais bon, je veux dire, la précommande reste relativement proche, on va dire, sur le principe de ce qu'est un financement participatif. Euh, En fait, historiquement, il faut voir que malgré nos efforts, on a quand même eu beaucoup de difficultés à s'implanter euh, et bon, c'est d'autant plus renforcé ces dernières années, dans lequel, justement, enfin, les retours qu'on a des boutiques, c'est qu'elles peinent aussi. C'est-à-dire que les boutiques physiques sont vraiment très concurrencées par les boutiques en ligne, en fait. Et, euh, et du coup, peinent également à vendre, à attirer des clients. Et on a essayé des choses, des séances de dédicaces en boutique, des tournées, mais sans grand succès. C'est-à-dire que euh, les ventes qu'on génère en boutique restent quand même marginales. Notamment, tu vois, si on réfléchit bien, parce que nous, on est un éditeur, on va dire, de jeux experts, et les boutiques en soi vendent plutôt du tout public, tout simplement. Ok. Euh, et ça, enfin, je veux dire, même moi, à titre de consommateur, je le remarque, c'est-à-dire en jeu de plateau, je suis plutôt un joueur de jeux expert, j'aime bien les gros jeux. Je sais très bien que si je veux en acheter un, je ne vais pas aller dans ma boutique, ils ne vont pas en avoir, en fait. C'est pas ça qu'ils vendent. Je sais très bien que si je veux en acheter un, ça va se passer sur de la vente en ligne, soit sur des Kickstarter dédiés, soit sur des boutiques de vente en ligne. Ok. Pour le jeu de rôle, c'est pareil. Nous, on vend des jeux qui sont relativement chers, qui s'adressent à un public expert, qui certes peuvent mettre le prix, mais qui savent aussi qu'ils ne trouveront pas forcément ça dans leur... Et alors sur le marché anglophone, alors là c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que là on passe, enfin, le marché français est relativement petit, il y a beaucoup d'éditeurs sur le marché français, mais alors ça n'a rien à voir avec la profusion qu'il peut y avoir sur le marché anglo-saxon. Nous, on est un petit éditeur un peu exotique, c'est-à-dire qu'il faut se dire que, enfin, j'aime bien cette comparaison, mais de se dire que c'est comme si un jour vous aviez un éditeur hongrois qui éditait un jeu en français, qui le commercialisait. Ce serait étonnant, on s'y intéresserait, parce que bah, Ouais, ce curieux. serait, ce serait curieux, ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, enfin, je veux dire, ce serait pas non plus la star du moment, enfin, tu vois, ça resterait quand même juste une curiosité. Nous, on a tout à fait conscience qu'on est juste une curiosité, en fait. Surtout sur un marché aux États-Unis pour lequel le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. Ouais. Euh, Principalement et quasiment que ça. C'est assez intéressant, tu vois, quand on va faire la Gen Con, d'aller dans la boutique de jeux d'Indianapolis pour voir ce qu'eux ont en rayon, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont en rayon dans la boutique de jeux d'Indianapolis? Je dirais 75-80%, c'est du Donjons et Dragons. Tu as un Ok. peu de Pathfinder et tu as des licences très fortes, tu vois, genre Alien, Blade Runner, enfin, tu vois, qui sont vraiment tirées de film. C'est tout, tu vois. Ouais. Et je crois que de mémoire, quand on est allé dans cette boutique, il n'y avait même pas de l'appel de Cthulhu, si tu veux. C'était Ah vraiment ouais. Donjons et Dragons. Donc, tu vois, nous, avec les ombres d'Estérène, qui a quand même une proposition un peu particulière, enfin, je veux dire, certaines boutiques nous en achètent, on est présent dans certaines boutiques aux États-Unis, mais Ok. et puis, il faut oublier que les États-Unis, les boutiques aux États-Unis, enfin, les États-Unis, c'est plus grand que l'Europe, en fait, tu vois. Donc, pour démarcher toutes les boutiques, ça devient un Oui, c'est titanesque, ouais. travail Ils titanesque. avaient, Enfin, tu vois, à notre échelle, c'est impossible, c'est impossible. ils avaient pas du vampire, tu sais, le monde des Non. ténèbres, etc., non? Ah ouais, Non, alors après, tu vois, je suis allé dans une boutique, donc tu vois, oui. c'est pas forcément Ouais, représentatif, mais c'est vrai j'imaginais que que le vampire était quand même un peu plus implanté, tu vois, aux États-Unis. c'est possible. Mais en fait, il faut se dire que Donjons et Dragons aux États-Unis, c'est vendu dans les centres commerciaux et dans les Walmart, en fait. Donc Oui, pour beaucoup d'Américains, le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons. ouais. Et pour beaucoup, ils ne savent même pas qu'il existe autre chose que Donjons et Dragons, d'ailleurs. Tu vois. C'est vraiment en position ultra. Enfin, c'est un leader ultra imposant, en plus poussé par Hasbro et toute la mécanique logistique qu'il y a derrière. Ok. Et Donc voilà, donc, nous, pour revenir à ta question au départ, tu vois, passer ce constat, enfin, ce qu'effectivement, en 2010, quand on se dit on va essayer de vivre du jeu de rôle, bah oui, effectivement, qu'on nous tape sur l'épaule en disant brave garçon, parce qu'on sait très bien que les ventes en boutique, elles sont tellement faibles, entre guillemets, et qu'en plus, si tu veux, tu as une part de tes ventes qui est prise bah, et par ton distributeur et par la boutique, ce qui est bien normal, hein, de toute bien façon, sûr. espérer en vivre, c'est quasiment impossible. Et c'est vrai que le modèle du financement participatif qui est arrivé est un modèle qui a permis aux jeux de rôle, alors aux studios, mais aussi à d'autres éditeurs, en fait, de trouver un modèle qui, sur cette espèce de marché de niche pour un public expert et dans des conditions un peu particulières, va permettre de générer suffisamment de recettes pour qu'on puisse se dire, OK, je peux peut-être espérer me payer. Tu vois.
et pas simplement faire ça le soir et le week-end à côté de mon vrai travail alimentaire. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout passe par du financement participatif. Alors, si je cite un peu, tu vois, les grands avantages du financement, t'en parlais, hein, donc tu as l'avance de trésorerie, c'est le truc qui paraît le plus évident à tout le monde, et je dirais que c'est même pas forcément le plus important, à mes yeux. En fait. C'est pas négligeable, hein. Non. Attention, entendons-nous bien, mais c'est pas le seul intérêt du financement participatif. Euh, L'intérêt, déjà, c'est que le projet et la mise en lumière du projet est bien meilleure en fait sur ces plateformes-là. C'est un truc qui est voilà, qu'on a constaté, c'est tu sors ton jeu en boutique, les gens vont en parler le jour où ça sort, puis après ils ne vont plus en parler. Tu fais un financement participatif qui dure 3 semaines, un mois, ben on en parle pendant 3 semaines, un mois. Et donc du coup, tu vois, dans un monde où l'information, tu vois, enfin les flux d'infos qu'on Mm. envoie aux gens sont tellement nombreux qu'il faut quand même pouvoir commencer à faire le tri. Ça laisse le temps au projet aussi de pouvoir s'installer, de pouvoir peut-être essayer tu vois, de parler aux gens, d'essayer de convaincre en fait. Et donc du coup, on fait tu vois, de bien meilleures ventes avec le financement participatif que ce qu'on faisait en boutique en fait, simplement Oui. parce que voilà, grâce à l'éclairage que proposent ces plateformes, on arrive à mieux parler des jeux et à, je pense, potentiellement mieux toucher ceux qui peuvent être intéressés. Ok. Même en Euh, termes de quantité, j'imagine que c'est beaucoup plus facile du coup voilà. pour pouvoir prévoir les quantités et savoir quelle partie tu vas mettre en boutique, quelle partie va aller directement au souscripteur. Oui, c'est ça, ouais. Bah alors, ça, c'est l'autre avantage, c'est-à-dire que effectivement, à la fin d'un financement, tu sais combien de personnes ont participé et tu calibres en fait tes tirages par rapport à ça. C'est ça. Si ça n'a pas très bien marché, tu vas faire un petit tirage. Si c'était un gros succès, tu peux te dire, ok, ça, je vais pouvoir en revendre après. Parce que les jeux ont quand même une vie en boutique, hein, après le financement participatif. Ça ne se passe pas que pendant un mois, le jeu continue à vivre après. Hein. Mm. Mais c'est vrai que avant ça, on va dire que tu n'étais pas loin d'être au doigt mouillé, quoi. Si tu veux, tu disais, bon, allez, j'espère, ça va peut-être un peu marcher. Enfin, toi, tu faisais un tirage. C'est vrai que nous, on l'a connu. Les Ombres d'Estérène, qui est sorti par ce circuit classique, il y a eu 2 ou 3 retirages du livre de base, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'au début, il n'a pas été assez tiré. Et tu vois, paradoxalement, il y a certains suppléments pour Estérène qui ne sont pas sortis en financement participatif, où il y en a eu trop d'imprimés au départ, et il nous en reste encore aujourd'hui, toi, 10 ans Ok. plus tard. Mais parce que bah, à l'époque, tu vois, tu te disais, bon, ok, comment ça va marcher? À l'époque, c'était Yellow qui nous distribuait, donc ils nous donnaient 2, 3 conseils, mais toi, ils n'ont pas une boule de cristal qui Eh oui. dit l'avenir à 100%. Donc, du coup, tu avais vraiment un risque. Là, c'est vrai que du coup, tu fais un financement, ben, tu sais si le jeu il intéresse, s'il n'intéresse pas. En plus, on commence à avoir un peu d'expérience, donc effectivement, tu fais plus toi, de tirage trop petit, qui fait que tu es obligé de retirer derrière et tu vas payer plus cher en retirant. Toi, de tirer trop et d'avoir un stock dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Donc ça, Ok. c'est un autre avantage. Le troisième gros avantage, bah, c'est que c'est de la vente directe, en fait. C'est-à-dire qu'on vend directement aux gens qui nous achètent nos jeux, avec une petite marge qui est prise par les plateformes. Ulule, Kickstarter, leur marge, mais ça n'a rien à voir avec les marges de distribution et les marges de bout. Ce qui fait qu'au final, bah, ce qui nous reste est quand même beaucoup plus important. Il faut se dire en gros que quand un jeu sort en boutique, nous, on soit en revenu en gros 50% du jeu. 50% du Ok. prix de vente revient vers nous. En financement participatif, on est plus proche, on va dire, avec la TVA des 80-85%. Quoi. Donc, il y Ouais. en a beaucoup. Ça permet aussi d'imaginer, si tu veux, des produits, des jeux beaucoup plus, toi, des éditions collector beaucoup plus ambitieuses. Typiquement, un jeu, tu vois, une grosse boîte comme Draconis, dans un circuit traditionnel, jamais de la vie on peut le sortir, en fait. Mm. Beaucoup trop cher. On sait qu'en boutique, ça va pas bien partir. Et c'est le financement participatif qui nous permet, parce qu'on le vend directement aux gens, bah, d'avoir un truc, enfin, tu vois, on arrive à se faire plaisir. Puis je pense à faire plaisir aux gens qui Oui. écrivent. Et oui, parce que Et puis voilà. Et puis bon, effectivement, tu as l'avance de trésorerie. Bon, c'est le ça, petit c'est pas rien. bonus, quoi. C'est le petit bonus. Mais Oui, oui. effectivement, c'est vrai que avoir 3 boîtes, moi je vois la grosse tétralogie de dragon, quand on a une en version standard, une en dragon rouge, une en grand vert, bah, les boutiques, quand elles vont vouloir éventuellement prendre une boîte, elles vont prendre une boîte, elles vont pas en prendre une de chaque. Parce que du coup, ça fait du stock Non, qui dort dans la boutique et c'est pas intéressant. Donc, là, au moins, en ayant le nombre de souscripteurs, tu sais combien de personnes veulent l'édition Dragon Rouge.
Ce qui fait que, bah, en termes de quantité, voilà, tu arrives à ajuster quand même de façon plus minutieuse. C'est ça. Et tu vois, et les boutiques, alors le retour qu'on a eu, c'est que les boutiques cherchent aussi des, des prix en entrée de gamme, si tu veux. Elles sont très intéressées par les boîtes de découverte, tu vois, ou les jeux. Enfin, Mmh. honnêtement, la boîte de Draconis, enfin, Draconis, c'est un cas intéressant. Draconis, l'appel de l'aventure, c'est notre plus gros succès sur Ulule. OK. Et en boutique, ça, enfin, tu vois, c'est trop cher, je pense, par rapport à ce qu'ils peuvent chercher en fait pour un Mmh. public débutant qui chercherait à découvrir le jeu de rôle. Ben ouais, je les comprends. Peut-être que pour Monsieur et Madame Tout le Monde qui connaît pas bien, la boîte à 30 euros est quand même beaucoup plus simple Oui, à vendre que la grosse. Quand bien même, enfin, tu vois, le prix de la boîte de l'Apple Aventure est tout à fait justifié par rapport à tout le oui, contenu que tu as dedans. bien sûr. Effectivement, c'est quand même un gros flux d'entrée, quoi. Mais Mais ça, mais ouais. quelqu'un qui connaîtrait pas, et cetera, justement, c'est peut-être le genre de gros billet d'entrée que, dans une boutique, on n'aurait peut-être pas forcément envie de mettre. Alors qu'une petite boîte à 30 balles, on se dit: «Bon, je risque peut-être pas grand-chose, je vais voir, quoi». Ouais, c'est ça, complètement, ouais. Mmh. OK. Quand bien même dans cette petite boîte, là, tu vas avoir qu'un seul scénar, là où nous on propose une campagne, mais tu vois, encore une Oui. fois, nous, enfin, on s'adresse vraiment à un public expert d'une manière générale, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est vraiment calibré pour, avec, enfin, toi, prenons l'exemple d'Inferno, là, qui est en livraison, la grosse boîte d'Inferno, si tu joues la campagne, tu as tout le matos pour jouer, quoi. Enfin, Ouais. c'est assez chouette, mais bon, effectivement, tu as un gros billet, ça s'adresse à des gens qui ont envie de faire jouer cette campagne, envie de découvrir tout cet univers. Ouais. Ça suppose un investissement financier, c'est aussi un investissement en temps, en fait, derrière. C'est vrai. OK. Et du coup, grâce à ce modèle économique, le studio A4 a pu renforcer son équipe. À quel moment il y a eu ce tournant en fait qui s'est produit? C'était notamment, Euh, j'imagine, après la période Covid, du coup? ouais, alors c'était pendant la période Covid. Il y a vraiment eu une bulle Covid. Et je pense que, toi, c'est une espèce de mix bulle Covid, bulle financement participatif. Un modèle de Mmh. financement participatif fonctionnait super bien. Enfin, c'est là où tu as eu tous les gros et les énormes projets. Et pendant la période Covid, ça a fonctionné super bien. Je pense que pareil, enfin, tu vois, on était confinés, on n'avait rien d'autre à faire. Voilà, Ouais. on jouait. C'est là où nous, on a connu nos plus gros succès. Je pense que c'est là où beaucoup d'éditeurs ont aussi connu leurs plus gros succès. Tu vois, sur Encyclopédie, sur Kickstarter, on fait 700 000 dollars. On n'a jamais refait ce score depuis. C'est assez incroyable. Ouais. Avec derrière tout un flux d'activités très important, puisqu'effectivement, tu vois, quand tu fais 700 000 dollars, tu as plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de souscripteurs. Bon, voilà, la fabrication et la livraison prend tout de suite une autre échelle, en fait, tu vois. Ouais. Mais voilà, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la bulle Covid, entre guillemets, elle a explosé, c'est-à-dire que les projets fonctionnent moins bien qu'à l'époque. Alors, on n'est pas revenu, on va dire, en 2010 au tout début, ça, tu vois, mais quand même, voilà, on s'aperçoit que les financements participatifs, peut-être parce qu'il y en a eu beaucoup, peut-être parce que, bah, à un moment donné, il y en a eu trop, si tu veux, soulèvent moins d'engouement, les gens, voilà, ont moins tendance à participer. Et nous, ce qu'on constate, si tu veux, c'est que par chaque financement participatif, on fait un peu moins de souscripteurs que ce qu'on faisait avant, sans retomber, on va dire, à des niveaux où, bah, du coup, le modèle serait plus intéressant pour nous. OK. Donc voilà. Donc tu vois, je m'étais noté, en 2023, on faisait à peu près 1 million d'euros en fait, en financement participatif avec 7 souscriptions. Et on faisait, bon voilà, et dedans des grosses souscriptions comme Dragon, Fateforge. Et on fait la même chose en 2025, mais cette fois, il y en a 13. Et il y a beaucoup plus de petits projets. Ouais, donc tu es obligé d'avoir Euh, 2 fois plus de projets pour réussir à garder le même chiffre d'affaires, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, nous, notre objectif, c'est pas forcément de garder le même chiffre d'affaires, on s'adapte par rapport à ce qu'on fait, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on a plus de gamme, en fait. Donc, on est aussi obligé, comme nous, on veut faire des suivis de gamme, bah, on est aussi obligé entre guillemets, d'en proposer plus. C'est-à-dire, une gamme qui n'a pas de suivi, pour moi, c'est une gamme qui va mourir petit à petit, si tu veux. Donc effectivement, on sort un livre de base. Si on veut que la gamme continue à vivre, il faut qu'assez rapidement, enfin, tu vois, quand les gens sont livrés, on puisse leur proposer un premier supplément pour continuer à développer cet univers, en fait.
Ok. Si derrière tu sors un livre de base, je sais pas, en 2025 et que ton premier supplément il sort en 2030, ben, ta gamme elle est presque morte en fait. Enfin, il s'est passé trop de temps en fait. Ouais. Donc ce qui se passe, on va faire du suivi de gamme régulièrement et nous on cherche, on veut pas s'auto-cannibaliser entre guillemets, c'est-à-dire que on se rend bien compte que ça sert à rien de sortir 2, 3, 4 projets le même mois en fait. On essaie d'étaler ça dans le calendrier. Et bon bah du coup on fait plus de souscriptions, mais aussi parce qu'on a plus de gamme. Là, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, on a 15 gammes. Bon, il y a 2 ans, on en avait quelques-unes de moins. Tu vois, entre-temps, on a lancé Morkborg, Torchbearer, Lex Arcana. Enfin, tu vois, Oui. on en avait quelques-unes en moins. Donc oui, plus de souscriptions parce que plus de gammes, en fait. Mais au final, tu vois, on fait le même chiffre d'affaires. Le nombre de salariés du studio, on va dire, a varié en fonction. C'est-à-dire qu'au top de ce qui s'est passé pendant la bulle Covid, on est monté jusqu'à 18 salariés à un moment donné. Mais toi, d'un point de vue opérationnel, c'est parce que tu avais des grosses souscriptions et c'était lourd toi, en termes de fabrication de logistique. Donc, il nous fallait aussi pour ça. Et aujourd'hui, on est redescendu. Euh, voilà, on est redescendu l'année dernière à moins d'une dizaine. On va un peu réaugmenter l'année prochaine. Ça dépend vraiment des Ouais, des besoins du studio. besoins. C'est ça. Et donc Ok. voilà, effectivement, c'est vrai que bah, les besoins sont différents suivant si, tu vois, on lance Torchbearer, par exemple, qui fait 20 000 euros, ou là, la fin de la deuxième tétralogie qui fait 230 000 sur Ulule avec tu vois, Oui. plus de 1000 souscripteurs. Donc voilà, ça génère beaucoup Ouais. Forcément. Il faut une charge de travail plus conséquente, ouais. Je te propose qu'on passe au bilan, faire un petit bilan Ouais. de l'année 2025 au studio. Donc nous, on en a un petit peu parlé avant de faire cette vidéo, hein. Tu m'as dit en off que vous aviez atteint une espèce de rythme de croisière. Concrètement, ça signifie quoi pour le studio aujourd'hui, ce rythme? Alors, pour moi, le rythme de croisière, entre guillemets, c'est. Alors, on a réussi à écluser pas mal de retard. On a eu beaucoup de retard en début d'année pour plein de raisons différentes. Qu'il a fallu donc il a fallu qu'on livre pas mal d'anciens projets. En fait, pour moi, l'objectif aujourd'hui, on va dire sur un rythme de croisière, c'est de se dire, quand on lance un financement, il faut que les gens soient livrés entre la fabrication, enfin toi, le financement, la fabrication, la livraison, tout ça, maximum un an plus tard. Hmm. Et en fait, on s'aperçoit que, alors on peut descendre à moins d'un an, tu vois, 8, 10 mois, mais en fait, finalement, les délais de fabrication, de transport, le temps, tu vois, de faire les pledge managers, enfin, tu vois, pour nous, de vérifier tous les fichiers d'expédition, c'est difficile de réduire ce temps. Hmm. Mais voilà, de se dire, OK, là, tu vois, là, en janvier, on va lancer un projet, il faut que un an plus tard, les gens soient livrés. Et finalement, on s'aperçoit, et on l'a vu sur le bilan, enfin, sur ce qui s'est passé en 2025, que sur certains projets, on a réussi à le faire. On a lancé Septième Mer, les gens ont été livrés. On a lancé Vermine, les gens ont été livrés, tout en rattrapant un peu le passif, si tu veux. Mhm. Donc, voilà, on a réussi à faire ça. Pour ça, on s'est séparé, on va dire, virtuellement en deux structures. C'est pas deux structures juridiques. Enfin, tu vois, c'est toujours la même entité juridiquement parlant, mais nous, dans notre organisation, c'est scindé en deux, à savoir une partie studio de création qui va développer des nouveaux jeux et une Ok. partie maison d'édition qui va assurer tout le côté technique. On va dire en gros, tu vois, de la mise en vente jusqu'à la distribution en boutique, la livraison des souscripteurs, etc., etc. Ça nous a permis de bien scinder aussi les activités des uns et des autres et, voilà, et d'essayer d'être un maximum efficace dans notre manière de travailler. Et les premiers résultats, du coup, comme on a réussi à utiliser notre retard, ça tend à montrer que ça fonctionne pas si mal, en fait. Hmm. Ouais, donc vous aviez du retard sur plusieurs projets. Comment vous avez réussi à vous remettre à jour cette année, en fin de compte? Euh, alors, en fait, on a eu du retard pour des raisons, alors, en fonction des projets, sur des raisons qui sont très différentes, en fait. Hmm. Tu vois, alors, le plus vieux projet qu'on a livré cette année, c'est DARC 2. DARC 2, ça date, c'est un projet qui a plus de 10 ans, en fait. On va dire l'erreur, c'est un peu une erreur de jeunesse. C'est à l'époque avoir annoncé la suite de la campagne sans l'avoir écrite. Donc Ouais. là, ce qui s'est beaucoup fait à l'époque, hein, dans le financement participatif, tu vois, c'est l'enflammement, tu as un succès, tu dis OK, pas de souci, on va vous écrire et vous envoyer la suite, mais bah, Ouais, du coup, après, il faut écrire et on ça prend l'avait très vu, par exemple sur Septième Mer en VO, hein, où le financement avait longtemps. fait tout un tas de suppléments qu'il a fallu écrire, et ça s'est étalé quand même sur un sacré paquet d'années, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, nous aussi, on a fait cette erreur, il y en a plein qui l'ont fait. On a eu, voilà, sur certains projets, sur Tented Grey, le temps de fabrication a été super, super long parce que dedans, tu as des figurines, enfin, tu as plein d'objets techniques, enfin, Mm. techniquement, en termes de fabrication, prennent beaucoup de temps. Il y a eu bon, divers problèmes éditoriaux. C'est vrai que tu vois, sur Torchbearer, il y a eu beaucoup de retard et en même temps, je m'aperçois que moi, en tant que directeur éditorial, j'avais vraiment mal anticipé le calendrier. Torchbearer, tu vois, ça ressemble à un petit jeu, mais c'est pas du tout un petit jeu. C'est un jeu, enfin les 4 bouquins, c'est un truc à 2 millions de signes. Enfin, tu vois, c'est l'équivalent quasiment de 2 gros bouquins dragons. Enfin, tu vois, c'est un truc assez énorme. Je m'étais dit, bon, allez, ça devrait. Enfin, tu vois, je fais mon petit calendrier, mais en fait, bon, je me suis complètement planté, hein. Mais bon, on y a, tu vois, petit à petit, on finit quand même par y arriver. Mm. Et en fait, là, le constat, là, en ce début d'année, c'est que alors, presque tous les projets qu'on a lancés avant 2025, ils ont été livrés aux souscripteurs. La dernière exception, c'est justement Torchbearer, qui est actuellement en cours de fabrication. C'est-à-dire, nous, le processus éditorial, il est terminé. Ça a été vraiment long. Et les souscripteurs vont être livrés au printemps, je pense, le temps que ça se termine et que et du coup, on a réussi à épuiser pas mal de projets et de retards. Ok, Et, bah. euh, et voilà. Oui. Bah, je te propose en fait qu'on les cite. En fait, on va les prendre un par un. On va décortiquer justement ce qui a été livré et tout pour que les gens se rendent compte. Je te propose qu'on commence par justement Esteren, puisque tu en parlais. Qu'est-ce qui a été du coup livré sur Esteren cette année? Alors, STRN, donc, alors, c'est entre guillemets un double projet. Donc, c'est à la fois français et anglais, hein. Donc, la partie française avait été promise aux souscripteurs à l'époque de DRG 1, donc en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, la partie anglaise, par contre, il y a eu un financement qui a été dédié à ça en 2024. Pour du coup, sur la partie anglaise, on n'avait pas reproduit la même erreur. DARG 2, c'est la fin de la campagne DARG. C'est accompagné de tous ces accessoires. Il y a eu un tarot, DARG Saga, qui est un journal voilà, de joueurs qui ont playtesté la campagne et qui ont romancé un peu ce qui s'est passé. Une recette de jeu pour savoir un peu comment on peut mettre en scène cette grande campagne. Il y a un énorme set d'aide de jeu, justement, avec Hmm. un recueil de scénarios dédié. On a fait un petit décollector, bien les décollectors, le tout dans une boîte, parce que j'aime bien les boîtes, on aime bien les boîtes d'une manière générale. Hmm. Donc voilà, ça a été c'est la fin c'est vraiment la fin d'un cycle pour STRN, le Mhm. cycle de Geharg, voilà, avec la deuxième partie de la campagne qui a été livrée et tout ce qui va permettre de la jouer avec. Le deuxième, mon petit chouchou, Inferno. Ah, Euh, Inferno. C'est pareil, on avait pris un peu de retard sur Inferno. Ça a été, voilà, c'est un projet assez, ouais, assez dantesque entre guillemets. bah oui. Euh, ouais. Donc, Inferno, c'est un diptyque, hein. Il y a 2 livres qui le composent. On a proposé en accessoire un kit du meneur, c'est-à-dire l'écran puis les cartographies du jeu, et puis un petit guide du joueur. Et puis surtout, on a proposé pendant la souscription un coffret collector avec Hmm. tout le matériel pour jouer la campagne. Il y a les 3 decks, il y a les planches de pions avec toutes les créatures, les battle maps, des prêts tirés, il y a des pièces collector qui permettent de jouer, enfin de symboliser l'inspiration des personnages, des dossiers personnages pour créer voilà, ses propres PJ. Et Ouais. on avait fait deux petits scénarios originaux en plus, voilà, à Hmm. ajouter qui s'intègrent dans la campagne. Donc voilà, Inferno, c'est une campagne, c'est un jeu campagne en fait, hein. C'est-à-dire vous vous réveillez, c'est l'adaptation de la Divine Comédie, hein, de Dante. Vous vous réveillez à la porte des enfers, il va falloir que vous en sortiez en passant par les 9 cercles des enfers, et Et vous oui. allez voir tout ce qui va vous attendre. C'est une grande campagne, et c'est vraiment, vraiment très, très chouette. C'est une équipe italienne qui a développé ça, l'éditeur de Brancalonia, Ouais. à partir des travaux de Dante Alighieri. Et c'est une sacrée adaptation, enfin le travail qui a été fait Ouais. dessus. Alors le travail graphique est assez incroyable, mais même le travail d'adaptation en termes de texte, vraiment génial. Ouais. Il y a eu aussi d'ailleurs, je crois, le kit de découverte qui a été refait, puisque à Ouais, l'origine, le premier scénario était au final le deuxième ou troisième de la campagne. Et on s'est dit, ouais, c'est un petit peu dommage d'être spoilé comme ça. Et donc, du coup, il y a eu une création d'un nouveau scénario ouais. qui a permis un nouveau kit, quoi.
C'est ça. Et le kit, du coup, sera disponible en boutique. C'est un petit livret qui va coûter 10 euros si vous voulez voilà, découvrir ce qu'est Inferno. Dedans, vous avez des pré-tirés, un Ok, premier scénario. Ça peut vous donner un petit avant-goût de ce jeu-là. Et on avait, ok. alors on en reparlera aussi tout à l'heure, mais on avait pendant le financement débloqué le kit de découverte d'Apocalypse, qui est le Oui, nouveau jeu de l'équipe des créateurs d'Inferno. On en reparlera tout à l'heure, on en mais c'est reparlera, ouais. très très chouette. C'était un très beau succès pour le studio. Alors, tu vois, symboliquement, on parlait, tu vois, du financement participatif. Alors, c'est vrai qu'en financement participatif, on parle toujours des scores en fait qui sont affichés, mais une donnée qui est importante, qui est, je trouve, pas assez mise en avant, c'est le nombre de personnes qui participent. Hmm. Et ça peut tout changer parce que si tu veux, si tu as 1000 personnes qui participent sur un jeu à 35 euros, bon, voilà, ça te fait. Tu vas pas forcément avoir l'impression que c'est un gros succès, alors que 1000 personnes, c'est vraiment énorme. Et c'est ce qu'on a fait sur Inferno. Ça fait partie des projets du studio qui ont dépassé les 1000 souscripteurs. Et il n'y en a Ok, pas. C'est pas tous les projets qui dépassent cette espèce de barrière symbolique des 1000. En fait. Inferno, c'était ok. vraiment un gros. C'est vraiment très, très. Tu disais tout à l'heure Tented Grail avec les complications de fabrication, etc. Du coup, Ouais. cette fois, ça y est, Tented Grail est en train d'être finalisé de livraison, si ce n'est pas déjà fait au moment où les gens verront cette vidéo. Ouais. Mais qu'est-ce qui a été fait dessus? Enfin, qu'est-ce Alors, qui a été livré? Tented Grail, c'était l'adaptation du jeu de plateau Tented Grail, Hmm, qui a été développé par Awaken Winds, qui a été un des gros, gros succès de Kickstarter. Enfin, ça a été le succès qui a permis à Awaken Winds de se créer, qui leur a permis ensuite de créer leur propre plateforme de financement, GameFund d'ailleurs. Voilà, donc c'était voilà, leur premier gros succès. Et nous, bah voilà, on s'entend bien avec eux, on avait réussi à les convaincre de nous laisser adapter cet univers qui est c'est-à-dire ouais, si, une relecture en fait des légendes arthuriennes dans un univers dark, en fait, ok, un peu un univers mourant. C'est un gros, ouais, ça a été un gros projet aussi, un bon gros livre de base de pas loin de 400 pages qui est sorti, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup l'univers de Tented Grey, il est vraiment dense en fait. Et voilà, et accompagné bah voilà, pareil, d'un coffret de luxe avec dedans tout ce qu'il faut pour jouer en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit voilà, qu'on allait pas mal s'adresser à un public de joueurs de jeux de plateau, ouais. qui n'ont pas forcément, on va dire, tous les basiques du jeu de rôle. Donc il fallait proposer voilà, un coffret avec tout dedans. Voilà, un recueil, un écran, des pré-tirés, des dés, tous les pions, enfin les oboles, voilà, les cartes, tout ce dont on peut avoir besoin pour jouer, voilà, qui se trouve dedans. Parce que c'est vrai que le Oh, jeu de rôle a quand même cette petite particularité, entre guillemets, d'être entre guillemets des jeux incomplets. C'est vrai que quand tu vas dans un supermarché et que tu achètes un jeu de plateau, c'est assez rare quand tu l'ouvres et que tu t'aperçois, tu te dis, bah, c'est marrant, il n'y a pas le plateau, il n'y a pas les dés. Mais en jeu de rôle, c'est un peu ça, tu l'achètes et tu n'as pas tout dedans. Donc c'est vrai qu'on a essayé de penser un peu Tented Grey comme ça, disons, ouais. voilà, alors les rôlistes peuvent acheter simplement le livre de base, ils sont habitués, ils peuvent, voilà. Et les gens qui ne connaissent pas, ils ont un coffret collector avec dedans tout ce qu'il leur faut pour jouer et pour commencer Hmm. rapidement à faire leur première. Oui, Et c'était une Tented espèce Grey, de bonne grosse perche aussi qui était tendue aux joueurs de plateau pour leur dire, hey, mais le jeu de plateau c'est bien, mais si vous essayez un petit peu le jeu de rôle. Et, bah, c'est ça, c'est aussi pour nous l'un des intérêts en fait de Tented Grey, c'était de se dire on va réussir à capter peut-être un nouveau public, c'est-à-dire un public qui ne connaît pas le jeu de rôle, bah, peut-être essayer de leur faire découvrir en fait. Simplement. Et c'est vrai que ok, là-dessus, ça nous a amené aussi à notre projet, enfin à créer le jeu de rôle solo en fait, qui nous a ouais, beaucoup été demandé pendant la campagne, et effectivement qu'on avait développé comme ça. Alors c'est vrai que le solo, alors dans l'univers du jeu de plateau, les modes solo, c'est quand même quelque chose qui est très institutionnalisé. Il y a oui. des modes solo dans beaucoup de jeux, en tout cas dans les jeux experts. Dans Mhm. le jeu de rôle, ben, un peu moins. C'est vrai que nous, quand on l'a lancé et que ça nous a été demandé, tu vois, il y a eu presque le truc genre merde, on aurait dû y penser avant. Mais voilà, mais effectivement, du coup, ça faisait un moment qu'on réfléchissait à faire des jeux de rôle solo parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Alors, pas mal de gammes. Sur Tented Way, ça a été assez marquant en fait, ces Ouais, demandes, mais sinon, vous avez beaucoup demandé sur d'autres gammes. Et on l'a proposé en fait dedans, un jeu de rôle solo qui est alors à la fois un jeu de rôle solo et presque un générateur de scénarios. C'est-à-dire que si hmm, vous voulez créer vos propres scénarios Tented Way, bah, du coup, en jouant au solo, vous allez pouvoir dupliquer les aventures que vous créerez pour vos jeux. ouais, ok.
Et On va puis on a aussi passer un à... petit collector, parce qu'on aime Eh bien oui, les. le fameux décollector. Bah oui, dans ce petit sachet en plus, Oui, et tout en une tissu. figurine de menhir. Les menhirs, c'est un élément important du background de Tainted Grail. C'est ces menhirs qui permettent voilà, d'éloigner donc le Weir, donc cette brume Hmm, toxique, néfaste en fait, enfin néfaste à l'humanité. Et effectivement, l'early bird en fait de cette hmm. campagne, c'était un menhir, voilà, aux dimensions des menhirs du jeu de plateau. Et c'est vrai que quand j'ai reçu la boîte, enfin, tu vois, je ne me suis pas occupé de la fabrication, donc c'était un peu la surprise. Je me suis dit, waouh, ouais, il est assez massif quand même. Oui, C'est il est assez... assez gros. Ok. On va passer à Brancalonia aussi. Brancalonia, donc c'est la suite de gamme. Alors Brancalonia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle de fantasy, spaghetti, fantasy italienne, donc créé par une équipe de créateurs italiens qui se sont servis de toute la culture traditionnelle Hmm, italienne pour créer un jeu de fantasy qui n'a pas son pareil en fait. C'est un jeu humoristique, très particulier, très drôle. C'est vraiment un bonheur de travailler sur ce jeu parce que rien que tu vois, lire, relire et valider les traductions, c'est déjà une expérience. C'est vraiment drôle. Il y a c'est vrai. énormément d'idées. C'est assez génial. Comment Le s'appelle la livre de dernière campagne d'ailleurs? Juste, l'Empire contre-claque. voilà. Rien que déjà, les références à Star Wars sont quand même C'est relativement ça. nombreuses avec la guerre des étoiles, des étals, pardon, du coup. La guerre La des étoiles. princesse à l'intérieur, ça s'appelle Leia, Ouais, quelque chose comme ça. Il y a la menace du fantôme en termes de scénario. Enfin, on est ouais, vraiment sur beaucoup, beaucoup de jeux c'est ça. de Et mots pour le comme coup, ils ça, ont quoi. repris en plus, ouais, ils ont repris une grosse référence américaine qu'ils ont passé à la moulinette Brancalonia. Ça devient, voilà. Donc c'est un jeu très très drôle, Brancalonia. Quand je Hmm, dis que ça n'a pas son pareil, moi je trouve qu'il a vraiment une identité très forte. On sent que c'est pas un jeu anglo-saxon en fait. Dans la manière hmm. dont il est fait, dont il est pensé, c'est vraiment un régal à lire. On a proposé donc la première campagne, voilà, l'Empire contre-claque, qui était accompagné d'un recueil de scénarios. Il était une fois en Italie. Et pareil, la campagne avec les aides de jeu, avec les dossiers de personnages, la cartographie, enfin tout ce qui permet de le faire jouer. Ça reste une vraie campagne. C'est peut-être moins massif qu'Inferno, mais quand même, il y en a pour un petit temps de jeu quand même. Ouais. Et, euh, et voilà, et on continue à faire vivre cette gamme qui a quand même un bon succès. On avait fait une bonne première souscription dessus. Le livre de base avait été très très bien accueilli. Cette suite de campagne aussi, mais même en boutique, le livre de base fait quand même partie de nos meilleures ventes. Ah, D'ailleurs, on était en rupture et les magasins vont pouvoir bientôt le recommander. ok. Donc, c'est vraiment très chouette. C'est toujours, tu vois, c'est ce genre de pari où tu te dis, est-ce que les gens vont adhérer à cette espèce de délire? Et en fait, oui, Cadre de Brancalonia, Hmm. c'est clairement. Et toi qui adores parler 2D, on peut pas changer de sujet si tu nous parles pas du magnifique des bières de Mais oui, Brancalonia quand même. c'est vrai, encore un dé, dis donc, figure-toi. Alors celui-là, il est particulier, c'est un dé pipé. Donc c'était l'Early Bird qui était offert aux premiers Ouais. souscripteurs, donc qui est aux couleurs de la bière, ça c'est assez sympa, mais surtout qui a cette particularité d'avoir 3 faces 20. Hmm. Donc voilà, si vos meneurs de jeu ne sont pas au courant, vous pourrez peut-être les enfiler comme ça. C'est Ça très va être Brancalonia. un fléau dans les conventions où les gens vont arriver, jouer à Donjons et Dragons avec le dépipé, ça va être incroyable, quoi. Donc voilà, c'est dépipé, c'était Ouais, quand même une bonne idée, je trouve. ouais. Puisqu'on parle de la cinquième, bah oui, Draconis Héritage, du coup, Ouais, qui est la suite donc de Draconis, l'Appel de l'aventure, qui a été livré cette année. ouais. Le livre de base, en fait. Alors, Draconis, pour la petite histoire, c'est un projet éditorial particulier, puisque pour une fois, on n'a pas commencé la gamme par le livre de base. On a commencé la gamme par une campagne. Hmm, L'idée, c'était de s'adresser. Alors, Draconis, c'est un jeu qui est tiré de l'univers visuel de Shane, hmm. l'univers visuel de Draconis. L'univers de Draconis, c'est pas une création du studio, mais on a développé le jeu autour de l'univers de Shane et on a essayé de créer un jeu voilà, pour sa communauté, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui voudraient se lancer dedans.
Donc effectivement, ce qu'on a proposé, c'est une première campagne, en fait, qui permet de découvrir ce qu'est le jeu de rôle, mais pas via un petit scénario d'initiation, carrément via une campagne clé en main. Puisque, la philosophie, enfin nous, ce qu'on se dit, c'est que ce qui est cool quand même dans le jeu de rôle, c'est quand même les campagnes. On aime tous jouer Oui, en campagne, et oui. effectivement, c'est l'expérience de jeu qu'on a essayé de proposer, voilà, à tous ces gens-là. L'appel de l'aventure, c'est pas un quick start comme j'ai pu l'entendre, c'est-à-dire le but, c'est pas de promouvoir le livre de base derrière, non, c'est bien de proposer une campagne. Et le livre de base, en fait, derrière, c'est plus pour les rôlistes expérimentés, en fait, les gens qui savent déjà comment décrire une campagne, qui savent déjà développer leur propre scénario. Et là, Mmh. du coup, voilà, Héritage va donner voilà, toutes les clés de l'univers, les adaptations du système, permettre de créer son propre personnage Ouais. dans un livre de base qui est bien plus proche de ce qu'on connaît traditionnellement OK. et qui est Heu, accompagné de son coffret, plein de matériel aussi. Voilà, on a fait un écran, il y a de la carto, le poster il y a du monde, il y a du dé? 200 cartes de sort. Et ben non, il n'y avait pas de dés. Tiens, Ah non, c'est pour celui-là, il y avait pas de non. dé, étonnamment. Alors, Mais il y il en y en avait avait dans la boîte de l'appel de l'aventure, dans le oui. coffret de l'appel de l'aventure, mais dans celui-là, non, il n'y en avait pas. Par contre, nouveauté, parce que c'était la première fois qu'on faisait ça, on a proposé 2 puzzles, Mmh. voilà, tirés des illustrations de Shane. Un puzzle 100 pièces, le petit dragonnet, qui est, beaucoup moins facile qu'il n'en a l'air. Mmh. Enfin voilà, on peut se dire puzzle 100 pièces facile, mais le découpage est tel Et il est que pas carré, en fait, donc c'est plus compliqué, c'est ouais. ça. Là, il est Mmh. un peu plus compliqué. Puis il y a un 1000 pièces, le Gulin, qui est, voilà, qui représente aussi son petit défi. OK. On va passer à ton petit chouchou maintenant, le tien. Voilà, On va parler de Septième mer, du coup. 7e mer, ouais. Écoute, 7e mer, on a livré 2 projets différents. Le premier, c'est, Price of Arrogance, donc c'est le prix de l'arrogance qu'on a eu le droit de traduire en anglais, de proposer au public, anglo-saxon. Et dans cette souscription, on avait quelques nouveautés aussi qu'on a proposées aux Français. Un petit scénario inédit, un coffret collector, quelques pièces. Et puis l'autre grosse partie, c'était, le financement du PO Mille Nations et de Cité Sainte et Ville Fabuleuse, qui sont les 2 derniers suppléments de la deuxième édition de Septième mer. Donc Mmh. donc c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, hein, John Wick, quand il lance Septième mer sur Kickstarter, finance l'intégralité de la gamme Septième mer, à savoir le livre de base et de mémoire 12 suppléments, qui sont Oui. transformés en 11 finalement. Donc il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, il a tout sorti. Enfin voilà, il y a donc au départ, tu devais avoir Cité Sainte et un deuxième livre, Ville Fabuleuse, mais finalement, il a fusionné les deux dans le même livre. Et là, avec cette souscription, on a proposé la fin de la gamme, ce qui fait que on a accompagné Septième mer deuxième édition jusqu'au bout. Et voilà. Donc ça a été un beau succès pour nous. Enfin, tu vois, on a eu plus de 600 souscripteurs et je crois qu'on a atteint les 80 000 euros, je crois, de mémoire. Tu vois, il faut te dire, sur une fin de gamme, le livre de base, il est lancé en 2017, donc tu vois, on est 8 ans plus tard, sur des suppléments, entre guillemets, un peu mineurs, l'équivalent de l'Amérique du Nord, et puis un catalogue, entre guillemets, enfin des descriptions de villes. Voilà, on se disait, bon, peut-être que ça intéressera quand même beaucoup moins les gens, mais non, finalement, les fans de Septième mer nous ont accompagnés jusqu'au bout, voilà, dans cette aventure, et on a réussi à sortir ces 2 derniers suppléments. Donc on a une belle gamme bien, bien dense, puisque Ouais. voilà, en plus de ces suppléments, on a fait pas mal de créations originales en plus dessus, pas mal de nouveaux scénarios. D'ailleurs, il y a des nouveaux scénarios. Il y avait ces 2 livres, il y avait 2-3 recueils de scénarios, et puis les cartographies des villes, Ouais. qu'on avait refaites. C'était et ça, voilà, et ça, tu vois, pour du coup, ça fait partie de ces projets. On les a lancés cette année, les gens ont été livrés cette année, tu vois? Je parlais de Mmh. notre rythme de croisière tout à l'heure, on a réussi là-dessus à Ouais. tenir le cap. C'est le cas de le dire, du coup, pour Septième mer. Ouais, Effectivement. Et le petit dernier, et non des moindres, Vermine Arizona, du coup. ouais, tout à fait. Écoute, Vermine Arizona, c'est l'ultime supplément de la gamme Vermine aussi. C'est un supplément, qui a été écrit par Benoît Atinost, qui est un grand auteur de jeux de rôle français, hein. On lui doit beaucoup, beaucoup de choses. Bon, je vous laisserai aller voir sa fiche sur le grog, mais c'est assez impressionnant ce sur quoi il a travaillé.
Benoît, il vit en Arizona, qui est un lieu qui, au temps présent, est quand même assez hostile à l'espèce humaine, hein. Quand il nous en parle, bon voilà, c'est limite un peu flippant. Quand il nous montre les photos d'araignées ou de scorpions qu'il trouve chez lui, moi je me dis que j'aimerais pas trop vivre là-bas. Du coup, on lui a demandé de développer un setting voilà, pour Vermine. C'est-à-dire, imagine ce que ce sera tu vois, en 2047. C'est déjà un peu cauchemardesque maintenant. Et Oui. effectivement, il nous a créé voilà, un petit cadre de jeu voilà, qui se passe aux États-Unis, voilà, dans un État qui est assez hostile à la vie humaine, qui est Arizona. La faune, la flore, enfin rien ne va là-bas. Tout est vraiment très très compliqué. Avec un petit scénario en plus, voilà, et qu'on a Ouais. proposé voilà, dans cette édition collector. Il y a un écran dédié. Alors, c'est pareil, moi j'aime bien les écrans. Alors, j'aime bien quand les écrans sont cohérents avec ce qu'on raconte, effectivement, que c'est un écran beaucoup plus lumineux que ce qu'on avait fait pour Vermine, parce que beaucoup Arizona, beaucoup de soleil, tout ça. Et voilà, avec des prêts tirés américains, voilà, des aides Hmm. de jeu. C'était, c'était, alors, comment dire, Vermine, on l'a un peu pensé en mode do it yourself, c'est-à-dire tu lis un peu le livre univers et puis tu essaies d'adapter toi, ce qu'il y a autour de chez toi à l'univers de Vermine. C'est exactement l'exercice qu'a fait Benoît avec Mhm. Arizona. Il a regardé tout ce qu'il y avait autour de chez lui, plein de saloperies, entre guillemets, et puis ben, voilà, il a créé Arizona. Qui a été proposé en précommande. C'est pareil, la précommande s'est terminée en mars, je crois, et les gens ont été livrés. Bon. Donc c'est Très bien. Donc voilà, on voilà. a Et fait à un ça, petit. il faut rajouter en plus, tu vois, les finances, enfin les livraisons qu'on a fait pour le public anglo-saxon, puisque bah, Tented Way c'était aussi en anglais, Des Args aussi en anglais. Il y a eu l'Appel de l'aventure qui a été proposé donc pour Draconis au public américain, Price of Arrogance aussi, Ouais. Septième mer et Des Args 2. Donc tu vois, ça fait De pas quoi mal. faire, quoi. Effectivement, ça commence à faire un petit paquet de livraisons, hein. Du coup, effectivement, 2025, grosse année, très productive pour vous. Et justement, comment vous avez vécu ce volume de livraison? Parce que c'est mis bout à bout, ça fait quand même pas mal, Ouais, bah c'est chaud, tu vois, hein. ouais, c'est chaud. Bah, en gros, on a entre, alors j'ai pas le chiffre exact, mais entre 11 et 12 000 colis qui sont partis en 7 mois. Donc c'est une espèce de gros tunnel logistique. Hmm. Euh, Là, enfin, tu vois, je ne peux que saluer ma collègue Audrey qui est voilà, Oui, dedans, dans les cartons jusqu'au cou et qui chapeaute vraiment tout cet aspect-là dans le studio. Faut bien se rendre compte que envoyer tant de colis, c'est pas, rien n'est simple en fait. Alors, c'est pas nous qui faisons les colis, on passe par un prestataire. 11 000 colis, tu vois, si on le faisait même à oui, 10, ça ne pas beaucoup trop longtemps. Mais même en passant par un prestataire, enfin, tu vois, il y a des process de contrôle, tu vois, sur les fichiers d'expédition. C'est-à-dire, il faut qu'on s'assure que tout le monde reçoive bien sa commande. hmm. Enfin, je veux dire, en gros, c'est T'imaginais, c'est des fichiers Excel qui font des milliers et des milliers de lignes. Tu te dis, si jamais tu as un décalage et que Ah, monsieur X purée. reçoit la commande de madame Y, mais vraiment, enfin, ça va coûter tellement cher de renvoyer les bons colis à tout le monde, ça peut vraiment, enfin, Ouais. ça peut limite ruiner le studio. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça coûte très très cher. Donc, tu as tout un processus de contrôle de ces fichiers ouais, qui suppose d'être bien concentré, de bien vérifier plein de choses. Il faut qu'on vérifie la qualité des emballages pour éviter bah, qu'il y ait trop de casse. Et puis Hmm. après, tu as tous les micro-problèmes qui vont avec. C'est toi, les colis qui sont perdus, les colis qui sont déposés dans le mauvais colis-relis. Tu vois, et si jamais tu vois, tu préviens pas les gens, bah, les colis vont revenir chez toi. Alors, il faut savoir que les retours de colis, on les paye et on va repayer le fait de réenvoyer, si tu veux. Donc, effectivement, il faut bien suivre tout ça. Tu as le fait, bah, tu as des gens qui malheureusement parfois reçoivent voilà, des livres qui ont été abîmés pendant le transport, il faut les remplacer, il y a eu des erreurs de conditionnement, des fois tu vois, sur 11 000 colis, l'erreur est humaine, tu vois, il y a des fois Ouais. des manques. Donc en fait, tu vois, et pour chaque personne qui va nous contacter, pour chaque erreur, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui suive. Donc franchement, on s'en tire bien, mais c'est vraiment chaud et c'est un c'est une grosse source de stress. Ouais. Et puis il y a vraiment beaucoup de taf. Donc, tu vois, on arrive, j'avais fait quelques stats, à rester à peu près sous les 3% de problèmes Hmm. euh, et 1%, on va dire, de problèmes vraiment graves, entre guillemets. C'est-à-dire là où, quand je dis grave, il y a besoin d'un remplacement, il y a besoin de renvoyer un colis. Ouais. Et tu vois, sur 11-12 000 colis, 3%, bah, c'est quand même quelques centaines de cas qu'il faut Effectivement. voir.
Et voilà. Et du coup, c'est un gros tunnel logistique là, avec la fin des livraisons de Inferno et de Brancalonia, sachant que la prochaine vague de livraison, ce sera au printemps Mhm. prochain. Ils vont avoir quelques semaines, quelques mois pour souffler. Je pense que la Ça va logistique, ça faire du arrivera bien, ouais. bien, ouais. Et alors du coup, quels sont les projets qui ont été lancés en 2025 mais qui sont pas encore livrés actuellement? Alors, sur les projets de 2025, alors les deux qui sont livrés, c'est Vermine et Arizona. Ok. Ensuite, il y en a qui sont aujourd'hui en cours de fabrication. Alors, pour nous, c'est important, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en cours de fabrication, ils sont entre les mains de l'imprimeur. Nous, on n'a, entre guillemets, plus rien à faire. Enfin, on ne peut plus rien faire, si ce n'est suivre, répondre aux questions, mais on ne maîtrise plus les délais, entre guillemets. Donc là, c'est Torchbearer dont je parlais, qui est du coup le dernier projet d'avant 2025 qu'il faut livrer aux souscripteurs. Ouais. Lex Arcana, une nouvelle gamme qu'on a lancée. Le Mhm. suivi de gamme Iron Kingdom et le suivi de gamme Chronique des Ténèbres. Tout ça actuellement c'est en cours de fabrication et ça va être livré, on va dire, le temps de la fin, je pense au printemps. Il y a toujours un temps, le temps d'imprimer, le temps que ça arrive dans l'entrepôt, le temps qu'on envoie aux gens, c'est au Ouais. printemps. Ok. Et en début 2026, on va, printemps 2026, on va envoyer en fabrication Draconis Creature, qu'on a lancé en septembre, en Ouais. financement. Morgborg, qu'on a lancé en novembre, la Oui. version américaine de Vermine, qui a été lancée aussi, enfin de Vermine d'Arizona, Oui. et puis Dragon, donc la deuxième tétralogie, là, qui va aussi partir un peu en financement. On est un peu en retard sur celui-ci, puisqu'on l'avait annoncé plus tôt, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Puissance d'Outre-Plan, qui est le dernier volet de la deuxième tétralogie, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus massif que ce qu'on avait imaginé au départ, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça va être le plus gros bouquin Dragon. Et les bouquins Dragon sont déjà gros. Mais alors celui-là, il va péter absolument tous les scores, tous les records. Donc voilà, il y a beaucoup plus de travail sur ce livre que c'est au départ. Mais bon, il y avait pas. On s'est demandé si c'était pertinent de couper ou pas, mais en fait, tout est important dedans, en fait. Donc c'est Ouais, c'est comme ça. si c'est coupé pour couper et que ça dénature l'objet, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais tu vois, pour que ça parte au printemps, c'est juste qu'on est bien avancé. Mais tu vois, quand je dis voilà, qu'il y a beaucoup de textes, enfin, plus de textes qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que la relecture prend plus de temps, que la maquette prend plus de temps, parce qu'il y a plus de pages, en fait, tout simplement. Mais Ouais. ça va partir en fabrication, voilà. Et les gens seront livrés au courant, on va dire, entre le fin du printemps et été 2026, normalement. Voilà, s'il n'y a pas de nouvelles surprises côté douane, ce genre de trucs, parce qu'il y a toujours des fois des éléments qu'on peut Voilà. pas prévoir. Ah, après la douane, alors nous, on a eu des mauvaises surprises de douane, mais sur le marché américain, avec toutes les mesures de Trump face enfin, voilà, de l'augmentation des frais de port, mais finalement, ça concerne assez peu les Français. Bon, Ok. les frais de douane vis-à-vis de la Chine sont relativement stables. Mais on suit ça quand même avec attention. Hmm. Ça peut faire de très très mauvaises surprises quand même, quoi. Ouais. Et du coup, avant de s'attaquer au projet de 2026, il faut noter quand même qu'il y a trois gammes au studio qui arrivent à leur fin, en fin de Ouais. compte, qui sont terminées. Qu'est-ce qui a motivé ces clôtures? Pourquoi en fait ces gammes-là se terminent? Alors, nous, notre politique, si tu veux, c'est d'assurer à chaque fois des suivis de gamme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juste lancer un livre de base et s'arrêter, en fait. Mhm. Si on s'intéresse à un projet, c'est pour continuer et faire la suite, si tu veux, et, Mhm. voilà, et continuer à développer cet univers. On l'a toujours fait. Alors, sur les gros succès, tu vas me dire, c'est assez évident que bien sûr, on va continuer, mais même sur les succès, on va dire, plus modestes, je pense notamment aux Chroniques des Ténèbres, on continue quand même et on fait des suivis de gamme. Mhm. Maintenant, il y a des gammes, si tu veux, qui, à un moment donné, arrivent à leur terme, alors parfois de manière assez logique. On en parlait tout à l'heure, c'est le cas d'Inferno. Inferno, c'est un jeu one-shot. Quand bien même on va sortir le nouveau jeu des auteurs d'Inferno, c'est pas la suite d'Inferno. Inferno, c'est un Ouais. jeu campagne et ça s'arrête. Mhm. L'autre gamme qui s'arrête, c'est la deuxième édition de Septième Mer. Alors, c'est pas la fin de l'aventure Septième Mer, mais pour la deuxième édition, c'est-à-dire tout ce qui est paru aux États-Unis, qui a été designé par John Wick en du financement participatif, ben, on a tout traduit. Du coup, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de contenu deuxième édition aux Mhm. États-Unis. On en parlera tout à l'heure, on va continuer Oui. à faire vivre Septième Mer, mais en deuxième édition, c'est la fin. Et puis la troisième, ben, c'est Vermine, qu'on avait annoncé en début d'année. Voilà, c'est-à-dire qu'on
voilà, Vermine, c'est un jeu en do it yourself. On a créé le triptyque qui vous permet de créer vos propres settings. Vous avez des scénarios. Et Arizona, c'est un peu l'exemple de ce qu'on peut faire. Pour nous, le jeu aujourd'hui, il est complet. Il n'avait pas vocation à s'étendre non plus sur des gammes, sur des gammes très étendues. Enfin, toi, on n'avait pas vocation de faire 11, 12 suppléments comme il y a pour Septième Ouais. Mer. Donc voilà, donc du coup, on l'a annoncé en début d'année en disant voilà, Vermine, c'est terminé. Il reste un ultime supplément, ça a été Arizona. Et une partie d'ailleurs des souscripteurs de Vermine nous a accompagnés dans cette précommande. On est très fiers du résultat, mais effectivement, il n'y aura pas de. Enfin, c'est la fin de Vermine. Donc, si Vermine vous intéresse et qu'il est encore dans votre boutique, c'est le moment ou jamais. Puisque alors, c'est pas la fin parce qu'il reste du stock, il sera toujours en magasin, mais Vermine ne sera pas réimprimé par rapport à nos stocks actuels. Hmm. Ok. C'est le cas aussi pour Inferno. Quand je dis c'est une fin de gamme, Inferno, on a imprimé, on va continuer à les vendre, il y en aura en boutique. Tu vois, Septième Mer, c'est un peu la même chose, mais c'est juste qu'il n'y aura Ouais. pas de nouveaux livres dessus. Voilà, il n'y aura pas de suivi, quoi. Ça Voilà. marche. Et puis pour nous, on en parlait tout à l'heure dans le calendrier, tu vois, on a. Enfin, c'est-à-dire à un moment donné, si on ne clôt pas certaines gammes, ben, on ne peut pas en relancer de nouvelles ou on va les Ouais. relancer pendant, enfin, tout en même temps que d'autres, ça va être un peu compliqué. Ok. Donc voilà. Et d'ailleurs, en 2026, enfin, quand les gens seront livrés de Vampire, Vampire sera dans le même cas, c'est-à-dire qu'on aura traduit toute la gamme de Vampire Requiem aussi. Il n'y a plus D'accord. il y a plus de supplément Vampire et a priori Onyxpass n'en développe pas, donc ce sera aussi la fin de la gamme Vampire Requiem, simplement parce que on est à jour par rapport à ce qui est originale. Ok. Eh ben, écoute, parlons-en des projets 2026, puisque vous allez enchaîner quand même avec un rythme de lancement assez rythmé, hein, au rythme de un par mois. Ouais, c'est ça. Comment tu fais en fait pour préparer ton calendrier aussi dense comme ça sur l'année? Eh bien, écoute, on regarde ce qui est prêt, ce sur quoi on est avancé, ce qui peut être, tu vois, ce qui peut être lancé, et puis on essaye enfin, tu vois, de placer ça, tu vois, sur l'année. Alors, on sait que, tu vois, il y a des périodes dans l'année où on va pas faire de lancement. Tu vois. En général, on n'en fait pas en août parce qu'on est en vacances. Oui. Tu vois, et on va pas lancer un financement le 24 décembre, c'est Noël, on a autre chose à faire. Si tu veux. Donc voilà, on essaie de se positionner voilà, comme ça. Et puis, tu vois, essayer d'alterner, en fait, entre, tu vois, les univers, les gammes. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que, alors, il y a peut-être des gens, il y a peut-être, c'est sûr, il y a des gens qui sont attachés au studio et qui achètent ce qu'on fait, en fait, pour nous soutenir. Ça, c'est vraiment cool. Mais quand même, la majorité des gens sont plus attachés à des jeux et à des univers, en fait. Hmm. Et c'est pour ça que le fait de sortir un jeu par mois, en fait, bah, tu vois, typiquement, ce qui s'est passé là en fin d'année 2025, on fait un financement pour Draconis, suivi d'un financement pour Morgborg. Honnêtement, oui, il y a probablement des gens qui ont acheté les deux, mais je pense que la majorité des souscripteurs sont des gens différents qui cherchent des choses et des expériences différentes. Hmm. Donc effectivement, quand on fait ce calendrier, c'est un peu un jeu de Tetris, mais on essaye d'éviter de mettre des univers très proches côte à côte qui Oui. pourraient attirer les mêmes personnes, parce qu'à un moment donné, bon, tu as des finances un peu limitées aussi. C'est pas très constructif. Et on Hmm. essaye de proposer à chaque fois des expériences de jeu voilà, différentes, euh, des univers différents, voilà, et de caler Ok. ça tant bien que mal. Écoute, on essaye en tout cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a tellement de choses qui arrivent là en 2026 que oui, on va continuer, tu vois, entre les nouveautés et les suivis de gamme, il va y avoir voilà, un financement par mois, sachant que tu vois, sur les suivis de gamme, on est presque plus proche de la précommande, si tu veux, Hmm. qu'autre chose. Mais bon, Oui. ça reste quand même des financements. Ok. Tu l'as brièvement évoqué, donc avec la fin de gamme de Vermine, la fin de gamme de Vampire Requiem, etc. Là, actuellement, au studio, vous avez 15 gammes en suivi. Comment tu fais pour trouver de la place, justement, pour les nouveautés? Parce que clôturer des gammes, d'accord, mais vous n'allez pas en clôturer 36 non plus toutes les années, quoi. Donc, comment Non, vous faites pour trouver de la place? après, ça va dépendre des projets. Tu vois, alors, prenons tu vois, typiquement le cas de Morgborg qu'on a lancé en fin d'année. Morgborg, on lance un financement pour l'intégralité de la gamme Morgborg. Ok. Et après, effectivement, Morgborg, alors bon, c'est un système générique, et on va proposer, on a déjà annoncé d'autres jeux Borg, donc, qui utilisent le même système, mais c'est pas la gamme Morgborg en fait. Oui. Morgborg, on fait ça vraiment en one-shot. Comme Torchbearer est un one-shot, on a d'autres jeux un peu indés qui arrivent, ça va être des one-shots aussi. Ok. Inferno ou Apocalypse qui va arriver, on sait aussi que ce sont des one-shots. Donc, tu Ouais. vois, c'est des deux campagnes, ça commence, ça finit, et puis il y en a d'autres.
On sait quand on le fait, quand on se lance dans Iron Kingdom ou dans Lex Arcana, qu'il y a beaucoup de suppléments. On part sur quelque chose qui est plus long en fait. Donc il faut qu'on arrive à trouver, nous, tu vois, dans les gammes qu'on veut faire, dans les localisations qu'on veut faire, on voit si c'est raisonnable dans notre calendrier. Tu vois, déjà si elles sont disponibles, parce que bon, on ne pioche pas non plus, tu vois, on est quand même plusieurs éditeurs parfois à être intéressés par les mêmes projets, mais même si on est intéressé, voir si ça peut rentrer dans notre calendrier. Et puis après, nous, sur nos créations, tu vois, réfléchir aussi de plus en plus en termes de gamme fermée, comme on a pu faire sur Vermine, c'est-à-dire de se dire, tu vois, il y a certaines gammes comme, tu vois, typiquement Astérène ou Dragon, ça pourrait continuer parce que enfin, l'univers est extrêmement vaste. Mmh. Et puis il y en a d'autres, tu vois, et Draconis par exemple en fait partie, où au départ on s'est dit, ou Tented Grail en fait partie aussi, on se dit ok, il y aura le livre de base, on prévoit tel, tel, tel et tel supplément. Une fois que ce sera fait, bah, écoute, on aura un peu fait le tour du truc. Tu vois, ça va aussi, ça va clôturer la gamme, quoi. Donc voilà, il y a toujours des petits ajustements, mais on réfléchit aussi en termes de, voilà, est-ce qu'on veut faire un jeu one shot, une gamme fermée assez ramassée, ou un jeu au long cours. Et tous les formats sont valables en fait, mais c'est bien pour nous maintenant de savoir vers quoi on se dirige et de prévenir aussi les gens, tu vois, vers quoi on se dirige. Je pense que de plus en plus, aujourd'hui, tu vois, quand on achète, quand on souscrit à un jeu, on a envie un peu de savoir vers quoi on se dirige. Tu vois, est-ce que ça va être une longue aventure? Et ça peut nous intéresser. Moi, j'aime beaucoup les grosses gammes volumineuses à la septième mer, si tu veux, qui prennent beaucoup de Ouais, place ça dans la fait, bibliothèque. mmh. Et voilà, et j'aime bien aussi les petits one-shots. Enfin, voilà, mais j'aime bien savoir où je mets les pieds, hein, si tu veux, en tant qu'acheteur, si tu veux. Donc, bon, j'essaye d'être Mmh. assez clair avec les gens. OK. Écoute, je te propose qu'on s'attaque maintenant au projet, à venir en 2026. Je suis sûr que, les gens sont nombreux et nombreuses, à, avoir cliqué sur le timecode pour arriver directement à ce passage. C'est dommage Heu, qu'il y ait plein de trucs intéressants avant, je suis sûr. mais je suis bien d'accord. Donc je te propose qu'on commence par l'Apocalypse selon Saint Jean, hein, le premier grand projet de l'année. Comment tu décrirais du coup ce jeu et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la traduction de ce jeu? Alors, l'Apocalypse selon Saint Jean, alors il va être lancé en février sur Ulule, et Mmh. c'est le nouveau jeu de l'équipe créative d'Inferno. OK. Donc l'équipe créative d'Inferno a pris l'enfer de Dante et en a fait un jeu de rôle. Et là, ils ont pris la Bible, donc l'Apocalypse selon Saint Jean dans la Bible, et ils en ont fait un jeu de rôle. OK. Euh, Graphiquement, c'est un jeu qui est très très fort aussi, hein, comme l'était voilà, Inferno, et, voilà, et qui propose donc cette déclinaison en jeu de rôle. Donc c'est un jeu de rôle de fantasy biblique. C'est assez rare, tu vois, quand c'est présenté comme ça, mais là c'est assez assumé. Biblique et post-apocalyptique, qui est tiré du livre de l'Apocalypse. Voilà, et donc ça plonge les joueurs dans la guerre finale entre les anges et les démons. C'est-à-dire que voilà, la Terre a été ravagée par l'Armageddon, et les joueurs essaient de survivre sur ces terres désolées, là où des créatures célestes et démoniaques s'affrontent. Et voilà, essayent notamment de se rendre à la dernière cité humaine qui existe, Babylone. C'est un jeu OK. qui, comme Inferno, est motorisé par la cinquième. Je dirais que comme Inferno, le système, c'est pas le système cinquième qui est au cœur du jeu. Il y a beaucoup d'autres choses. Et comme Inferno, il y a beaucoup d'accessoires pour jouer aussi qui sont Mmh. des decks de cartes, des battle maps. Voilà. Il y aura aussi un artbook. Alors, il y avait ça, j'en ai pas parlé d'ailleurs tout à l'heure dans Inferno. Il y avait la Divine Comédie, hein, illustrée, hein, qui était un artbook voilà, qui avait été proposé, qui est magnifique aussi, qui reprend tous les artworks du jeu. Et il y aura la même chose, hein, qui sera proposée, c'est le livre de l'Apocalypse. Donc, si vous voulez une belle Bible illustrée, qui sera Mmh. également proposée pendant cette souscription. Donc voilà, donc là, OK. qu'est-ce qui nous a donné envie de le faire? Écoute, moi, Inferno, je trouve ça génial. C'est le nouveau jeu des auteurs d'Inferno. Évidemment, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et en plus, graphiquement, c'est quand même un jeu Ouais. qui est très très fort. Ouais, visuellement, c'est enfin, moi, je sais qu'Inferno, ça a été une grosse claque, visuelle, hein, de voir, comment ça a été fait, donc j'avoue que j'ai pas mal d'attentes aussi sur celui-là. Voilà, si vous êtes un souscripteur d'Inferno, sachez que vous aurez le droit à une petite offre. Voilà, donc surveillez bien les prochaines news qu'on vous enverra sur le financement d'Inferno, puisque OK. voilà, on vous proposera d'acquérir voilà, un des pledges de cette souscription à un peu moins cher pour que vous puissiez compléter votre collection, Super. si le cœur vous en. OK.
On va rester avec les éditeurs italiens et la localisation en français, puisque Ouais. Brancalonia revient au printemps. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça va apporter à la gamme? Et Alors, ouais, suivi de gamme, gros suivi de gamme. Alors, l'éditeur italien ne chôme pas, hein, sur Brancalonia, puisqu'il y a non, hein. déjà 3 livres qui sont sortis que là, on va proposer. Il a en plus refait un Kickstarter pour les 3 livres d'après, tu vois. Donc, et là, Brancalonia, on parlait de septième mer et des grosses gammes. Brancalonia, c'est quand même parti pour ça aussi. Là, donc, ça reprend les ouvrages qui ont été présentés ensemble, hein, sur le Kickstarter par Karen Games, à savoir un bestiaire qui fait aussi livre de cuisine, parce que la bouffe est très importante dans Bah, Brancalonia, pourquoi pas? mais évidemment. Le guide de référence du Royaume d'Italie, pour en savoir plus voilà, sur tout cet univers, et une petite campagne et des aventures inédites. C'est un triptyque. Ok. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voilà, déjà vous rendre sur la page de pré-lancement Ulule. Il y a déjà quelques informations dessus. On mettra le lien Dans la description. dans la description et dans les commentaires. Donc voilà, on continue le suivi de gamme de Brancalonia. C'est un triptyque, bah, comme l'avait proposé l'éditeur d'origine. Ok, super. On va passer maintenant, alors, sans aucune transition, hein, à Cyborg, Mm. qui va arriver donc cet automne. Ouais, Qu'est-ce qui distingue en fait Cyborg des autres jeux, on va dire, Cyberpunk. cyberpunk? Ouais, Alors Cyborg, c'est le nouveau jeu des auteurs de Morkborg, en fait. mhm, Donc c'est un jeu qui utilise le système de jeu Borg. Donc Morkborg a été voilà, proposé en financement participatif. Dans le financement participatif, on a officialisé le fait que bah, voilà, qu'on allait traduire Cyborg en français. Ça utilise alors ça utilise le même système, la même philosophie dans un univers cyberpunk. Morkborg, c'est vraiment le volet fantasy. Cyborg, c'est le volet cyberpunk. On incarne des rebelles de la société, des punks évidemment, dans une mégapole futuriste qui est en train de s'effondrer petit à petit. Donc on retrouve, alors dans Morkborg c'était la fin du monde, là c'est mhm. l'effondrement de la société. Voilà, donc la magie devient, tu vois, au lieu de la magie, on a des applications, au lieu des dieux, on a des IA, au lieu des épées, Ok, on a des flingues, mais voilà, donc ça a vraiment retranscrit voilà, toute la philosophie Doom de Morkborg dans un univers cyberpunk, dans lequel ok, c'est pas possible de rejoindre une méga corporation, puisque ok. forcément des gens qui les combattent. Voilà. Graphiquement, bah écoute, c'est aussi la même équipe, donc C'est toujours aussi jaune, quoi. c'est toujours aussi jaune, c'est plus jaune et violet, mais quand même, Ok, mais voilà, mais le style graphique et le résultat final en termes de voilà, d'impression, de qualité de livre sera vraiment dans la même continuité que Morkborg. Et du ok. coup, bah, pour les gens qui auront souscrit Morkborg, alors c'est un autre univers, hein, c'est pas un suivi de gamme, on est vraiment dans un autre univers qui utilise le même système. C'est vrai que si vous avez souscrit à Morkborg et que vous connaissez le système, ça vous fait un autre jeu bah, qui utilise la même base. Mhm. Et Ok, ça va arriver, bah, c'est en cours de traduction, donc à l'automne en fait. Donc ça reste des petits. Alors il est un peu plus gros, un Cyborg, il est un peu plus gros que Morkborg, mais ça reste ok, quand même des petits volumes. Et ça reste une expérience qui est. Bon, c'est une expérience particulière, Morkborg, et le fait de l'avoir en système cyberpunk, ça marche vraiment, vraiment bien en fait. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, mais peut-être parce que je suis plus SF que fantasy, j'ai préféré Cyborg à Morkborg en fait. ok. Mais c'est sûrement une question de goût, j'imagine. Ça marche. Ça, c'était pour les localisations. Je te propose qu'on voit maintenant ensemble tout ce qui est création du studio, Ouais. notamment avec bah, la suite de Tented Grail qui arrive dès janvier et surtout pour la première fois sur Ulule. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de ce suivi de gamme et surtout pourquoi avoir fait ce choix de passer sur Ulule alors que la première mouture c'était sur GameFound. C'est ça. Alors, pourquoi sur GameFound? Parce que au départ, on s'est dit que la communauté Tented Grade était sur GameFound. Ce qui n'est Mhm. pas faux. Enfin, tu vois, on a fait Non. 3000 souscripteurs. Oui, la communauté
communauté Tainted Grail, elle est sur Gamefond, ça c'est certain. Ouais. Ensuite, pour le solo, on était passé sur Kickstarter, voilà, pour faire un test. Là, c'est plus, on va dire, toi, se pose toujours la question de savoir si les gens sont attachés à une plateforme ou à des projets. Enfin, on tâtonne toujours un peu dans ces réflexions. Mais c'est vrai que Kickstarter, bon, voilà, on s'est dit que c'était plus les gens qui nous suivaient qui étaient là-bas. Bon, écoute, voilà, on a essayé. À l'époque du GameFound, on avait voulu faire un Ulule en même temps pour les Français. Alors c'est vrai que GameFound a cette qualité d'avoir des pages qui peuvent être bilingues, hein. Vous pouvez choisir votre langue en fait sur la page. Mais on s'est aperçu pendant le financement de Tainted Grail que c'était pas forcément clair pour les gens et qu'il y avait beaucoup de Français qui se sont dit qu'il n'y avait pas de version française. Mais à l'époque de GameFound, on s'était dit, oh, on pourrait le faire sur Ulule en même temps, mais dans les règles de GameFound, c'est interdit. En fait, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas Ok. le droit de faire une double campagne sur un autre site de financement participatif. Ok. Donc là, effectivement, on s'est dit, enfin, tu vois, on a fait ce constat en se disant, il y a beaucoup de Français qui nous ont dit, ah, mais je m'étais même pas aperçu enfin, je savais même pas que la page était en français. Quand j'arrive, c'est directement en anglais. Donc, du coup, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a une partie, voilà, français qui est passée à côté. Et effectivement, en termes, on va dire, statistiques, on a en proportion moins de Français qui ont pledgé à Tainted Grail que sur nos autres jeux. Ok. Donc après, alors peut-être que le public français, on en a rien à foutre de Tainted Grail, tu vois, et on le saura du coup, tu vois, sur eux. Ou peut-être que simplement, tu vois, l'information n'est pas forcément arrivée jusqu'à eux. Enfin, tu vois, c'est pas passé par notre plateforme habituelle sur laquelle on lance nos projets en français. Donc du Ok. coup, ce suivi de gamme, il sera à la fois sur Kickstarter pour le public anglais et sur Ulule pour le public français. Et comme ce qu'on fait d'habitude, quand on a des campagnes jumelles comme ça, les deux scores s'additionnent en fait pour débloquer des bonus. Ok. Voilà, donc ce suivi de gamme, Vie et mort en Avalon. Alors, pour la petite histoire, toi, je te disais tout à l'heure qu'on pensait nos gammes un peu en avance, on essayait de voir, tu vois, de penser à quel supplément pourrait être intéressant. Et Vie et mort en Avalon, ça faisait partie, on n'avait pas pensé à ça. Au départ, ce n'était pas un supplément qui était prévu. Et en fait, quand on a lancé le jeu, beaucoup de gens nous ont demandé des scénarios. Et effectivement, dans la boîte, dans le coffret de Tainted Grail, alors il y en a deux, mais il y en a que deux en fait. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas des masses de scénarios. On a une campagne qui est en cours d'écriture, mais elle est loin d'être finie. Et voilà, et on s'est dit que bah, avant que la campagne arrive, probablement dans 1 ou 2 ans, il fallait quand même qu'on propose voilà, des scénarios, des one-shots, notamment pour que tout le public qui n'est pas habitué au jeu de rôle puisse avoir du prêt à jouer Ouais, jouer, facilement. ouais. Hmm. Donc voilà, Vie et mort en Avalon, c'est ça. C'est une mini-campagne, une petite campagne. Je te parlais d'une campagne pour Tainted Grail qui arriverait dans 1 ou 2 ans, c'est un truc beaucoup plus massif. Là, c'est une petite campagne qui prendra 4 séances de jeu, si tu veux. Ok. Peut-être plutôt 4 séances de jeu. Et des scénarios one-shot qui l'accompagnent, qui permettent de visiter l'île d'Avalon, qui peuvent s'adapter en fonction de ce que font les gens, Ok. de ce que font les joueurs. Voilà, la mini-campagne, elle est écrite par Robin Schulz, qui a développé le jeu d'ailleurs pour nous. Et les scénarios one-shot, on a fait appel à des auteurs extérieurs. En fait, c'est un peu leur vision de Tainted Grail. Tu vois, ils ont développé voilà, trois scénarios très différents. Donc Mhm. voilà, dans ces auteurs, il y a Frédéric Meurin qui a bossé avec moi sur Septième Mer, Mhm. Simon Gabillot Ah. d'Entremonde Mhm. et Nicolas Henry qui est notamment l'auteur de Woodin ou de Néo Lutèce. Chacun voilà, propose un peu sa version de Tainted Grail. Ok. Ce sera, bah voilà, donc c'est cette première souscription qu'on va proposer. Ça fait un moment qu'elle est dans les cartons, parce que je le disais, Tainted Grail, il a mis du temps à sortir, et on ne pouvait pas la lancer avant que les gens soient livrés du livre de base. Donc voilà, ça arrive, c'est le suivi de gamme, et en même temps, si jamais vous découvrez Tainted Grail, bah, il y aura des offres assez sympas voilà, pendant le financement participatif sur Ulule. Ok. Le jeu chouchou de Vincent. Eh oui, on va, on va en parler. On va parler de Septième Mer, du coup, puisque bah, tu travailles sur Septième Mer depuis un bon moment. Ouais. De Voilà, base, ouais. avant de parler à la suite, voilà, quel regard tu portes aujourd'hui sur cette seconde édition? Et du coup, pourquoi tu as choisi d'en faire une troisième aussi rapidement derrière, quoi? Alors, euh, Alors, quel regard je porte? Écoute, moi, je suis vraiment content de ce qui s'est fait sur la gamme de la deuxième édition. Déjà parce que
on a eu une bonne relation de travail avec John Wick qui nous a autorisé à créer beaucoup, beaucoup de choses. On n'a Mmh. pas uniquement traduit juste les livres de la version originale, on a pu proposer des recueils de scénarios, on a pu proposer des accessoires, enfin presque tout ce qu'on lui a demandé, il a accepté. On a eu quelques refus, mais vraiment minoritaires et on va dire sur des choses que voilà, je peux comprendre. Et on a réussi à faire je pense une belle édition, une belle version française avec les couvertures collector, avec les Oui. coffrets. Honnêtement, c'est vrai que quand je vois tout ce qu'on a produit, comme ça au cours de ces dernières années, je me dis quand même on n'a pas Ouais. fait un boulot trop dégueulasse. Non, Heu, c'est plutôt chouette. En plus, il y a eu la campagne, Le Prix de l'arrogance que oui, les Américains nous ont jalousés quand même pendant un paquet de temps, hein, mine de c'est rien. ça. C'était, ça faisait partie des choses, voilà, qui avaient été, négociées au moment où on a signé, hein, pour le livre de base. C'est le fait de pouvoir écrire une campagne officielle pour Septième Mer. OK. Donc officielle pourquoi? En gros, si tu veux, les recueils de scénarios, on a pu en faire, on va dire la contrainte, c'est que ça ne devait pas changer l'univers. Ça devait, enfin, il pouvait pas y avoir de grandes conséquences et c'est vrai que dans Le Prix de l'arrogance, c'était une campagne officielle. Si vous l'avez joué jusqu'au bout, bah, peut-être qu'à la fin, il se passe des choses aussi qui modifient un peu sensiblement, ce qui se ouais, l'univers de Septième Mer. C'était, vraiment adoubé par John Wick. On lui avait fait, traduire, voilà, pas tout, parce qu'à l'époque, voilà, moi je l'ai écrit en français, mais en tout cas un document de quelques dizaines de pages qui reprenait toute la structure pour qu'il voit un peu ce qu'on voulait raconter, pour qu'il donne son tampon, son feu vert. C'était vraiment, vraiment chouette. Et ça avait été prévu au départ qu'on puisse la faire en anglais, mais bon, voilà, pour des questions de droit, des questions juridiques, puisque le jeu a été racheté par Chaosium après, ça Ouais. s'est un peu décalé en fait. C'est-à-dire, au départ, voilà, Chaosium nous avait dit non, finalement, en anglais, enfin, peut-être que la campagne verra le jour en anglais, mais enfin, vous pouvez la traduire, mais c'est nous qui la traduisons. Puis bon, finalement, tu vois, à force de négociation, on a fini par le lancer un peu plus tard. Price of Arrogance, ça a aussi vu le jour en anglais. Mmh. Voilà, donc tu vois, ouais, je suis assez content de ce qui s'est fait sur la gamme française, assez fier d'avoir fait une campagne officielle. C'était les étoiles s'alignent, les étoiles s'alignent plutôt bien. Mmh. Et puis voilà, juste simplement le fait de se dire qu'on a été jusqu'au bout, ça reste quand même une gamme assez massive avec beaucoup, Ouais. beaucoup de livres et franchement, on n'a pas lâché le morceau et tant mieux et les gens nous ont pas lâchés non plus, hein. On a Non. continué à faire des financements et tu vois, des scores vraiment bons avec des gens qui nous sont suivis de livre en livre et de supplément en supplément. C'était vraiment Ce qui était même très, très chouette à voir, hein, c'est qu'au fil des suppléments, il y avait toujours de nouvelles personnes qui découvraient, ouais, 7e ère et qui prenaient la totale quand même, à chaque fois pour être à jour et donc ouais, il y a eu un très, très fort engouement même sur les derniers projets là, Pays aux mille nations ouais, et ouais. ouais. Et ça J ça ça fait un sacré billet. C'est-à-dire que c'est vrai que là, les gens qui ont commencé à la première souscription et qui ont tout eu petit à petit, bon, tu étales ton paiement entre guillemets. Là, tu as quand même, plusieurs centaines d'euros à débourser pour avoir l'intégrale de la gamme, mais il y a quand même des gens qui ont été, ouais, OK. voir. Du coup, voilà, 7e mer V2 c'est fini. Mais comme tu l'as laissé sous-entendre tout à l'heure, l'aventure de Septième Mer n'est pas terminée et aux dernières nouvelles, bah, Chaosium ne fait pas Septième Mer V3. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Ouais, tout à fait. Et ben, écoute, c'est la chance qu'on a, c'est que Chaosium nous a proposé, de nous occuper de la suite de Septième mer. Pour la France, mais également, pour, le public anglophone, en fait. Seven OK, Sea, voilà, c'est Studio Hayat qui développe Seven Sea maintenant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a racheté la licence Septième mer, elle appartient toujours à Chaosium, mais Chaosium nous laisse développer le jeu. OK, Donc ça a été, si je fais un petit historique, donc on en parlait tout à l'heure, John Wick lance en 2016 un financement participatif pour l'ensemble de la gamme de la deuxième édition. C'est un gros succès à l'époque, hein, il récolte 1 million de dollars, 1,3 million, je crois. Donc effectivement, le score affiché est conséquent. Après, c'est un score affiché pour 11 ou 12 livres, 12 livres, je crois, de mémoire. Effectivement, quand tu divises ça par 12 livres, tu t'aperçois que c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas incroyable, hein. Et donc, John Wick commence à, voilà, sort son livre, sort les premiers suppléments, et malheureusement, il finit par avoir des difficultés financières, des projets qui, je pense, fonctionnent moins bien que prévu, en fait.
Mhm. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve dans l'incapacité de livrer à les souscripteurs des derniers suppléments, en fait, qu'il a promis. Et c'est à ce moment-là que Chaosium récupère Septième Mer. C'est-à-dire, ils aident John Wick, ils récupèrent la licence Septième Mer, ils embauchent John Wick pour que John Wick puisse finir le jeu. Ils récupèrent aussi les dettes et récupèrent voilà, ce qu'ils doivent livrer aux souscripteurs et puis tous les contrats qui existent, en fait, notamment le contrat Septième Mer et le contrat qui nous Mhm. lie à John Wick. On disait que Septième Mer en français, bah, ça passait par notre studio. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, les jeux de Chaosium sont édités chez Edge, ou tu vois, ou chez Dead Rose, on va dire, par délégation de Edge, sauf Septième Mer qui sort un peu de ça, parce que bah, Septième Mer était lié à un contrat avec, tu vois, avec la Ok. société de John. Bon. Donc voilà, donc nous, écoute, on continue. On avait des bonnes relations avec Chaosium, des bonnes relations avec John Wick aussi. On a eu alors ce point, enfin tu vois, sur la version anglaise de Price of Arrogance, que contractuellement on avait le droit de sortir, mais Chaosium nous avait demandé de ne pas le faire en fait. Et mais encore une fois, je peux comprendre pourquoi, c'est-à-dire que les souscripteurs anglais ne sont même pas livrés de leur financement participatif, que tu as un studio français qui va arriver avec une campagne, oui bon, enfin, toi ça s'entend complètement quoi. Oui. Donc effectivement, c'est pour ça que Price of Arrogance, après, s'est retrouvé décalé, voilà, et n'a été lancé finalement que l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, les relations avec Chaosium ont été voilà, très bonnes, avec John Wick ont été très bonnes. Et ce qui s'est passé, c'est que John Wick a fini les derniers livres qu'il avait promis et a ensuite démissionné et quitté Chaosium. Je ne suis pas dans le secret, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, si tu veux, mais j'imagine quand même que l'aventure Septième Mer, pour lui, ça n'a pas dû être une partie de plaisir et qu'à un moment donné, enfin, tu vois, quand tu as passé Mhm. tant d'années, tu vois, à bosser sur un projet comme ça et que ça a été compliqué financièrement, tout ça, peut-être que tu as simplement envie De faire autre chose, oui. de faire autre chose, ouais, de te lancer dans des nouveaux projets. Et donc, Chaosium s'est retrouvé avec cette licence Septième Mer, personne pour la développer. Alors, ils avaient pas mal d'options, en fait, hein, tu vois, c'est-à-dire, ils ont des salariés à la terre, hein, ils auraient pu mobiliser dessus. Ou alors, bah, tu vois, se tourner vers le petit studio français qui avait l'air de faire, tu vois, pas mal de créa sur le jeu, tu vois, qui avait l'air d'être un peu motivé. Donc effectivement, il y a quelques années, parce que ça s'est fait il y a un moment quand même, ça s'était fait à une Gen Con, ils nous ont demandé si ça nous intéressait bah, de continuer à développer le jeu pour eux. Ok. Alors, il y a eu après tout un tas de négociations, enfin, il y a eu plusieurs formats tu vois, envisagés, notamment le fait qu'on écrive tu vois, et qu'on vende à Chaosium ce qu'on a fait pour qu'eux le commercialisent, ou ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire qu'entre guillemets, ils nous donnent les clés et c'est nous qui faisons vivre cette. Et Ok. donc, effectivement, voilà, c'est le contrat qui a été signé avec eux, à savoir qu'on développe le jeu maintenant pour Chaosium. Ça reste toujours eux les propriétaires de la licence Septième Mer, mais à partir de maintenant, c'est nous qui continuons à faire vivre le jeu. Et on a eu une liberté quasi totale, on va dire, sur ce qu'on peut proposer. Ok. Chaosium a toujours un droit de veto, c'est-à-dire que si demain on commence à sortir des jeux racistes, misogynes, ils peuvent dire stop les gars, enfin vous craquez complètement. Mais à part ça, enfin, vraiment, ils nous laissent libres de faire ce qu'on veut. Et donc on s'est posé la question, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait plusieurs possibilités. On aurait pu continuer à développer la gamme de la deuxième édition, repartir sur une troisième édition, tu vois, d'une page blanche. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un grand sondage en fait pour demander au public français et anglais de Septième Mer, qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Mhm. Et du coup, ce sondage, ça a donné quoi, en fin de compte? Alors, Qu'est-ce qui est arrivé en tête de liste? alors, ce qui est arrivé en tête de liste de manière assez écrasante, c'est changer de système de jeu. C'est arrivé, alors de manière vraiment très très écrasante sur le public anglo-saxon. Et en France, il y avait un peu plus de supporters de ce système, mais ça Mhm. restait vraiment très très minoritaire. En France, il y a je sais pas, peut-être 10-20% des gens qui ont dit non, mais il est pas mal, mais par contre, il faudrait le rééquilibrer, tu vois, il faudrait un peu le Mhm. corriger. Mais, mais très majoritairement, les gens ont dit écoutez, ce système, on ne l'aime pas, il faut le changer et revenir aux basiques comme Mais dans la oui, première édition. faites de la 5E, voyons. Alors, pas de la 5E, ils ont parlé du Roll and Keep, qui était le système le Roll and Keep, c'est le système de la première édition, et le système d'L5A aussi en première édition. C'est vraiment le truc qui est majoritairement revenu. Ce Ok. qui est majoritairement revenu, c'est que
en France comme pour les Anglais, ils aiment l'univers de la deuxième édition et ils veulent pas un reboot de cet univers. Ça leur va qu'on continue à le développer tel quel. En même temps, Ok. bon, je peux comprendre, c'est-à-dire que là, tu arrives, tu as une gamme qui a 11 suppléments, tu as des gens qui te l'ont pledgé, enfin, l'univers, il existe. Et puis, il y a beaucoup de lore dans les livres de Hmm. 7e mer. J'ai pas envie de tout foutre à la poubelle, mais en même temps, je suis vraiment d'accord avec eux. Oui, L'univers puis de la toi, tu es deuxième attaché à la deuxième édition en plus, donc Ouais, ouais, oui. Alors, j'étais très attaché à la première, mais je trouve que l'univers de la deuxième, il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus. Enfin, il est bien meilleur en fait que l'univers de la première. Donc, je suis plutôt content. Et donc, effectivement, derrière, bah écoute, on s'est dit, enfin, tu vois, on va suivre aussi ce que veulent les gens assez majoritairement. Donc, il faut créer un nouveau système. Il faut créer un nouveau système. Et donc, bah, si tu veux, à partir de là, un nouveau système, c'est aussi un nouveau livre de base, hein. Donc on s'est beaucoup posé la question de se dire, OK, comment est-ce qu'on va appeler ce nouveau livre de base? Puisqu'on aurait pu l'appeler édition 2.5, tu vois, ça se passe dans le même univers. Ou édition Reloaded, enfin tu vois, il y a plein de jeux, ou ce qu'a fait Alien, l'édition évoluée, enfin. hmm. Mais en fait, on a essayé de l'appeler troisième édition, histoire de marquer le coup, c'est-à-dire que la troisième édition de Septième Mer, c'est celle du studio. Tu vois, c'est C'est la la nôtre. version Agathe, ouais. Ouais. C'est ça, c'est la version Agathe. Peut-être qu'un jour, Chaosium passera par un autre studio pour développer une nouvelle édition de Septième Mer, mais la troisième, ce sera la nôtre. Ok. Donc voilà. Au programme de cette troisième édition, un nouveau système de jeu qui n'est pas le système de la première édition, mais qui est inspiré par le système de la première édition. Ok. On continue dans le même univers qu'on va faire avancer dans le temps. Donc le jeu va se passer 10 ans plus tard par rapport à la deuxième édition. Ça va être un nouveau Ok. cadre. Pour moi, l'avantage que ça a, c'est que les livres qui sont sortis pour la deuxième édition ne sont pas caducs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intéressé par l'évolution de la chronologie, mais juste par le nouveau système, bah, vous achetez le nouveau livre de base, vous jouez avec tous vos livres déjà achetés, et Ok. c'est tout à fait jouable. Et puis sinon, bah, ça vous fait deux contextes entre 1668 et 1678. Vous pourrez voir où vous avez envie de jouer, à quel moment, dans quelle époque. Ok. C'est ce qu'on va proposer. Et, et une personne qui découvrirait seulement maintenant Septième Ère, donc avec cette V3, il aurait quand même largement de quoi faire avec juste ce livre de base. Oui, bah oui, largement, ouais. Enfin, le livre de base, alors, une partie du livre de base va reprendre, si tu veux, des éléments du livre de base de la deuxième édition. C'est aussi le truc, c'est le même univers. C'est-à-dire que quand bien même on a fait avancer la chronologie de 10 ans, bah écoute, en montagne, Oui. quand il y avait une forêt à cet endroit-là, bah, il y a toujours une forêt à cet endroit-là. Donc il y a des choses qui ne changent pas dans cet univers. Donc Oui. effectivement, dans le livre de base, par rapport à celui de la deuxième édition, il y aura des choses qui reviendront, c'est assez logique. Mais effectivement, l'idée, c'est que si vous avez acheté toute la deuxième édition, vos bouquins ne sont pas caducs. Si vous découvrez le livre maintenant, il ne faut pas que vous ayez 11 bouquins à acheter en plus. Non. Effectivement, ceux qui ont déjà toute la collection auront beaucoup, beaucoup de matériel de jeu. Ceux qui découvrent auront juste le livre de base. Juste le livre de base, mais dedans, il y a quand même tout. Oui. Alors, comme pour la deuxième édition, le livre de base va se concentrer sur Théa et les nations historiques de Septième mer, où la deuxième édition avait vraiment agrandi avec l'Ifri, le Croissant, le Pays aux mille nations, la SNAN, tout ça. Ça, ce sera Ok. beaucoup moins présent dans le livre de base, quoi. Ok. Et du coup, la dernière petite info en restant toujours sur Septième Mer, c'est que le studio Agathe a ouvert un Patreon. Ouais. Euh, Quel va être son rôle en fait à ce Patreon dans cette V3? Alors, le rôle du Patreon, alors la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on pouvait communiquer avec les gens sur le développement du jeu. Notamment parce que, bah, tu vois, le fait de faire des sondages et tu vois, de solliciter les communautés septième mer, c'est important pour nous, en fait. C'est un peu le rôle d'une boussole et de se dire, on ne travaille pas dans une mauvaise direction. Tu vois, il n'y a rien de pire que de travailler dans une direction, tu sors le jeu, puis en fait, c'est pas du tout ce qu'attendent les gens. Hmm. Tu vois. Et après, bah, comment tu communiques dans un environnement où c'est assez difficile de communiquer avec les gens. Effectivement, tu vois, on aurait pu faire des articles sur notre blog et ensuite les partager sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, tu vois un peu le principe Hmm. des algorithmes sur les réseaux sociaux. En gros, si tu payes pas, bah, t'es pas vu, quoi. Ouais. Patreon, alors, on détourne entre guillemets un peu l'outil, mais si vous vous inscrivez dessus, quand on sort des articles, vous recevez des notifications, ça vous permet de suivre le journal de développement du jeu. Ok. Donc, c'est un Patreon qui est gratuit sur le principe. Il y a un niveau payant pour ceux qui veulent nous aider, mais il n'a rien d'obligatoire. Et si vous sélectionnez le niveau gratuit, vous aurez toutes les infos sur le jeu. Ça vous permet de suivre tout ce qu'on va faire
le journal de développement petit à petit, en fait. Ok. Nous, on poste des articles enfin, 2, 3 articles par mois, tu vois, par rapport à ce qui se passe, les nouvelles couches, Hmm. le nouveau logo, le nouveau système, on explique des Ok. choses. L'idée étant de communiquer avec les gens. À chaque fois qu'on publie un article, ça arrive dans la boîte mail, on se dit qu'on arrive à mieux Ok. communiquer avec. Ouais, Voilà. c'est un outil de communication qui est beaucoup plus sympa et ergonomique que si tu publiais tout bêtement sur Blogger, sur le site, enfin en blog, quoi, je veux dire. C'est ça. Ouais. Oui, parce que sur le blog, personne ne va le lire en fait. Enfin, si tu publies pas, si tu sponsorises pas Oui, sur les réseaux ces articles, les c'est gens vont ça. pas aller le lire en fait. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est pas d'aller vendre quelque chose. C'est si ça vous intéresse de connaître le développement de cette mer, voilà, vous inscrivez au Patreon, vous aurez les infos. Et puis après, Ok. quand le financement participatif se lancera, voilà, on parlera voilà, de base, de combien ça coûte, des contreparties, si tu veux. Et là, c'est vraiment un journal de développement pour essayer de tenir les gens au courant. Et nous aussi, dans les décisions qu'on fait et sur le nouveau système et tout, pour avoir aussi des retours. Ok. Là, on commence les phases de playtest du système. Donc, le nouveau système, on l'a playtesté localement, on va dire, avec nos groupes. Là, les gens qui sont inscrits sur le Patreon vont recevoir un kit de playtest, c'est-à-dire l'abrégé du système, des personnages, une petite aventure. Ils vont pouvoir le tester. Et ils vont Ok. pouvoir aussi nous faire des retours par rapport à ça, c'est-à-dire nous dire, toi, est-ce que ça fonctionne chez eux, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment suivre le développement du jeu voilà, par ce canal. Et voilà. Et donc Ok. j'insiste dessus, même s'il existe un niveau payant pour les gens qui veulent nous aider, c'est jamais inutile. De toute façon, toutes les infos sont accessibles, toutes les infos importantes de développement sont accessibles au niveau gratuit. Ok. Il n'y aura pas d'avantage à payer par rapport à quelqu'un qui soit qui a un Non, avantage, enfin qui soit gratuit, quoi. tu vois, l'avantage, par exemple, c'est que la première phase de playtest, on l'a réservée, enfin, avant de balancer massivement le kit de playtest pour que les gens essayent le nouveau système, on l'a circonscrit, on voulait le faire essayer par 30-40 personnes, si tu veux. Donc là, Hmm. effectivement, on l'a circonscrit aux gens qui avaient ce niveau d'aide payant, si tu veux, parce que ils sont moins nombreux et du coup, ça permet voilà, Oui. d'utiliser de manière un peu plus limitée. Mais tu vois, au bout du compte, un mois plus tard, c'est accessible à tout le monde. Et Oui. on va dire, les gens qui ont le niveau payant ont quelques petites avant-premières, mais voilà. Oui. Mais ils ont aucune exclusivité, quoi. Non. D'accord. Très bien. C'est pas l'idée de développement. Et donc, du coup, le financement participatif pour le jeu aura lieu en printemps prochain. Ok. Et sur Ulule et sur Kickstarter. Donc, comme d'habitude, Ulule pour les Français et Kickstarter pour les anglo-saxons. On a là, bon, la nouvelle est officielle depuis quelques mois maintenant. On avait déjà commencé à plancher dessus avant, de toute façon. Et voilà, et c'est le début d'une nouvelle grande aventure, on espère, pour Septième Mer. Donc, tu vois, oui, effectivement, la gamme de la deuxième édition se clôt et la gamme de la troisième va se rouvrir, j'espère, Ok. j'espère que les gens vont nous suivre là-dessus, puisque, alors, juste pour finir sur Septième Mer, pour voilà, toutes celles et ceux qui avaient fait la deuxième édition, on va continuer à développer cet univers. Mhm. Donc, quand bien même on va reparler des mêmes nations, on ne reparlera pas des mêmes nations sous le même angle. Tu vois, typiquement, si vous avez acheté les nations de Théa, oui, à un moment donné, on ressortira un supplément sur la montagne, mais on ne redécrira pas les mêmes villes et les mêmes personnages. Ce sera des nouvelles villes, des nouveaux persos. Et ceux des bouquins de la deuxième édition resteront valables. Vous pourrez toujours les utiliser dans le nouvel Ok. univers. Mais ça va continuer à développer cet univers, en fait. Et ça faisait partie des choses qui nous étaient demandées dans le sondage, c'est de continuer à approfondir cet univers. Tu vois. Une des critiques, entre guillemets, c'était de dire chaque nation est un peu une espèce de slot isolé des autres. Ce serait bien qu'il y ait plus de porosité Hmm. entre chaque nation. Et du coup, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, notamment. Ok. Très bien. Nouveau sujet, il y a certains suivis de gamme qui, si je dis pas de bêtises, sont prêts, mais qui ne seront pas lancés tout de suite. Euh, comment tu, comment tu Alors, choisis en fait le bon moment pour sortir ces suivis de gamme? alors souvent, c'est quand les souscripteurs sont livrés. Hein, tu Ok, vois, il faut que les souscripteurs soient livrés de leur financement pour qu'on lance la suite. Tu vois, typiquement, Lex Arcana, on va lancer le livre de base cette année, enfin en 2025. oui, Donc, du coup, avant qu'on sorte le premier supplément, voilà, il va falloir que oui, les gens livrer le soient livre de livrés. base, quoi. Après, bon, encore une fois, on n'a pas un calendrier extensible, donc bon, il peut se passer quelques mois.
Il y a effectivement quelques gammes sur lesquelles il y aura a priori pas de suivi de gamme en 2026. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suivi de gamme du tout. Mais voilà, entre le moment où les souscripteurs vont être livrés et puis le moment où les projets seront prêts, encore une fois, toujours dans ce délai de livrer assez rapidement, voilà, voilà, il y aura, je pense, pas de suivi de gamme pour Changelin ou Démon en 2026. Mais par contre, on travaille déjà dessus, donc en 2027, il aura bien lieu. Ouais. Oui, on va Ok, faire le dernier supplément Changelin aussi. ok, Euh, mais oui, on travaille dessus. Donc effectivement, là, j'ai pas parlé d'Iron Kingdom, de Lex Arcana, des Chroniques des Ténèbres. Enfin, tu vois, on a certaines gammes comme ça. Mais on continue bien à travailler dessus. Avec alors cette petite spécificité qu'Iron Kingdom a changé d'éditeur. Hein, c'est passé de Private oui, Press à Steamforge. Et ben voilà, et on attend de voir un peu ce que Steamforge va faire aussi de cette nouvelle gamme, puisque ils ont à la fois le Wargame, War Machine, et puis le jeu de rôle, Iron Kingdom, et puis le spin-off, Strange Light. Enfin, il y a eu un spin-off dans l'univers ok. de Iron Kingdom. Enfin voilà, donc on attend de voir aussi, mais de toute façon, alors on l'avait annoncé au dernier financement participatif, de toute façon, on va continuer le suivi de gamme dans cet Oui, univers aussi. Mais déjà, les gens vont être livrés de triptyques par-delà les terres frontalières, ça va faire déjà beaucoup de matos. oui, il y C'est a de vrai que quoi faire, ouais. là-dessus, il y a Ok, eh ben écoute, merci Vincent. On va s'arrêter là pour cette vidéo qui est quand même assez conséquente. Je vous invite d'ailleurs à suivre le Studio Agathe donc en vous abonnant à cette chaîne, mais pas que. On a aussi le Discord du Studio Agathe donc qui est présent en description de cette vidéo. N'hésitez pas à y aller parce que c'est là où vous aurez vraiment les actualités, les infos les plus fraîches et surtout l'accessibilité aux personnes du studio qui sont quand même assez présentes pour répondre aux gens, pour discuter avec les gens, etc. Donc c'est vraiment un outil vraiment très très chouette. Si vous êtes comme moi pas trop mauvais en maths, on vous a dit qu'il allait y avoir un projet tous les mois. On n'a pas parlé de 11 projets en 2026, donc il y aura probablement quelques petites surprises. Là encore, si vous voulez vous tenir au jus, eh ben, c'est sur ces réseaux qu'il faut aller. Et puis ben, d'ici là, on vous souhaite d'excellentes fêtes de début d'année, tous nos vœux. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres aventures du coup. Merci beaucoup. Ciao tout le monde! Salut.